Oubliez les récits sensationnalistes et les drames télévisés sur les cartels mexicains. Levez le voile sur la vérité glaçante qui se cache derrière les légendes. Nous nous transportons aujourd'hui dans les années 80, une époque où de simples contrebandiers se muaient en milliardaires dont les noms résonnaient aux quatre coins du globe. Découvrez comment Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero et Don Neto ont érigé l'empire criminel le plus puissant du Mexique, le cartel de Guadalajara, et comment ils ont défié, contre toute attente, les services secrets américains. Ce n'est pas qu'un simple récit de criminalité, c'est une chronique d'intrigue, de corruption et d'une lutte sanglante pour le pouvoir qui secoue encore le monde. Oubliez les faits superficiels, nous vous révélerons ce qui s'est réellement passé dans les coulisses. De nos jours, il est rare de ne pas avoir entendu parler des cartels de la drogue mexicains. Leurs conflits brutaux font régulièrement la une des actualités mondiales et les plateformes de streaming en tirent des séries dramatiques captivantes. Nous allons nous concentrer sur la période qui attire tant les cinéastes, le moment où les groupes criminels mexicains ont achevé leur transformation, passant de bandes de contrebandiers dispersés à des empires valant des milliards de dollars. C'est alors qu'ils ont commencé à figurer dans les listes de Forbes, à acquérir les jets privés les plus coûteux et des propriétés de luxe dans le monde entier. Nous voyagerons en 1980 pour retracer la manière dont Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto et leurs associés ont créé la plus vaste union de trafiquants de drogue mexicains. Nous examinerons comment la Drug Enforcement Administration, DEA, des États-Unis a abordé ce phénomène, luttant non seulement contre les criminels, mais aussi contre les entraves bureaucratiques au sein des gouvernements américains et mexicains. Et, comme toujours, nous nous efforcerons de vous présenter des faits qui ne sont pas en surface. L'appellation communément admise de cartel de Guadalajara s'avère en réalité inexacte. Cette organisation n'était pas un cartel au sens strict du terme, et le nom Guadalajara ne constituait pas leur propre désignation. En économie, un cartel se définit comme un accord entre entreprises visant à contrôler le marché et à fixer les prix. Dans le contexte du narcotrafic colombien et mexicain, ce terme est entré en usage dans les années 70. Une telle dénomination, bien que pas entièrement précise, était surtout commode pour les poursuites judiciaires. Il est bien plus aisé de poursuivre une organisation unie telle que le cartel de Medellín ou de Guadalajara que de chasser sans relâche des bandes éparses. L'éminent avocat pénaliste Gustavo Salazar a pertinemment fait remarquer: les cartels n'existent pas, il n'y a que des groupes de trafiquants de drogue. Parfois ils travaillent ensemble, parfois non. Les procureurs américains les ont simplement appelés cartels pour simplifier la gestion des affaires. En réalité, les organisations criminelles mexicaines étaient en perpétuel mouvement, leurs alliances se nouant et se dénouant constamment. Cependant, c'est précisément dans les années 80 qu'un certain système a émergé sur cette carte fragmentée, un système dont nous parlerons aujourd'hui. Le terme cartel fut forgé par commodité par les agents de la DEA à une époque où ils ne soupçonnaient même pas l'ampleur et le volume réel des activités de Gallardo et de sa compagnie. Ce n'est que plus tard que le monde entier allait découvrir Sinaloa, Culiacán et Michoacán. Dans les années 80, les agents de la DEA décrivaient naïvement le groupe comme celui de Guadalajara, bien qu'il aurait probablement été plus juste de le considérer comme une continuation du cartel de Sinaloa, qui, en raison de certaines circonstances, s'était déplacé à Guadalajara. Nous allons maintenant examiner ces circonstances. Entre 1976 et 1977, les gouvernements américains et mexicains ont mené une vaste opération antidrogue nommée Condor, qui, selon eux, s'est soldée par un succès. L'essence de cette opération résidait dans le fait que les États-Unis fournissaient aux forces de l'ordre mexicaines du personnel et du matériel pour la destruction physique des plantations de marijuana et de pavot à opium, ainsi qu'une assistance pour l'arrestation des trafiquants de drogue. Officiellement, la destruction de 22 000 acres de pavot, suffisante pour produire 8 tonnes d'héroïne, a été rapportée. Les déclarations de victoire étaient étayées par des preuves objectives. La pureté de l'héroïne mexicaine vendue au détail aux États-Unis était à son niveau le plus bas depuis 7 ans. Mais cela, bien sûr, n'était vrai que sur le papier. Cette même opération a contraint les figures clés de Sinaloa, alors la plus grande organisation narco du Mexique, à quitter leur base et à se relocaliser à Guadalajara. La décision des chefs peut être envisagée sous 2 angles. D'une part, la réduction des plantations et l'intervention de l'armée les ont de fait forcer à se déplacer vers un lieu hors de portée des États-Unis et Guadalajara était parfaite pour se cacher. D'autre part, leur déménagement souligne de manière particulière les liens étroits des narcotrafiquants avec les politiciens et le DFS, l'équivalent mexicain du FBI. Selon un informateur mexicain de la DEA et ancien employé du DFS, l'idée de se déplacer vers le sud fut suggérée au leader de Sinaloa, Félix Gallardo et Don Neto, par 2 commandants de haut rang du DFS, Esteban Guzman et Daniel Acuña, lors d'une rencontre privée. Selon l'informateur, les fédéraux intéressés par le succès de la cause commune ont eux-mêmes présenté les Sinaloans à des personnes influentes de Guadalajara, leur ont trouvé des maisons confortables et fourni des gardes du corps.
Les narcotrafiquants apportent argent et pouvoir, a écrit Sherry Finkelstein dans son livre Desperados, et le DFS fournissait des renseignements, une coordination et une protection contre d'autres agences gouvernementales. Les Sinaloans n'étaient pas les seuls acteurs du marché illégal de la drogue en pleine expansion à l'époque, mais ils étaient, sans aucun doute, l'organisation la plus importante et la plus prometteuse. Ils contrôlaient les plus grandes zones de production de marijuana et de pavot à opium, s'étendant d'Oaxaca à Sonora, en passant par Guerrero et Michoacán, avec 2 bastions de production supplémentaires à Durango et Chihuahua. Ils géraient également les principaux points de passage frontaliers dans les États de Basse-Californie, Tijuana, Tecate et Mexicali, et de Sonora, San Luis Rio Colorado et Nogales, et tirés des profits d'un accord avec l'organisation de Pablo Acosta à Ojinaga, Chihuahua. Guadalajara devint un havre idéal pour les trafiquants de drogue. Dès la fin de l'opération Condor, ils commencèrent à organiser des opérations de drogue à une échelle jamais vue. Pour maximiser leurs profits, ils firent ce que tout bonhomme d'affaires fait. Ils optèrent pour des économies d'échelle. Au lieu d'acheter de la marijuana auprès de petites exploitations familiales de la Sierra Madre, ils construisirent d'immenses plantations, si gigantesques qu'elles étaient visibles à des kilomètres depuis le ciel. Pour entretenir de telles plantations, des centaines, voire des milliers de personnes étaient nécessaires. Ces volumes colossaux de marijuana signifiaient des sommes colossales et une portée incroyable dans le trafic de drogue. Comme nous le constatons, les narco-entrepreneurs les plus adaptables non seulement ont survécu à l'opération Condor, mais ont prospéré grâce à des mécanismes complexes et bien huilés. Ces mécanismes comprenaient de nombreux maillons, des immenses plantations du Triangle d'Or, États de Sinaloa, Durango, Chihuahua, à un système de paiement en espèces à tous les principaux politiciens et chefs ministériels. Ce système s'était forgé pendant des décennies à partir des années 20 et au début des années 80, il représentait un organisme unique où tous étaient liés verticalement et horizontalement. Nous avons abordé plus en détail cette formation dans la première partie de l'histoire de la naissance des cartels de la drogue mexicains. Parmi tous les trafiquants de drogue de la fin des années 70, Pedro Avilés Pérez, Ernesto Don Neto, Fonseca Carrillo, Rafael Rafa Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo et une série d'autres figures importantes se sont particulièrement distingués. Nous allons maintenant en parler plus en détail car ce sont eux qui ont finalement influencé la situation actuelle. Ainsi, tout a commencé à la fin des années 60, lorsque sur la scène sinaloenne, où les bandes de contrebandiers se disputaient férocement le territoire, apparut le premier héros nommé Pedro Avilés Pérez. Né en 1940, il fut impliqué dès l'enfance dans les affaires illégales familiales. Une fois au pouvoir, il se consacra à la contrebande d'héroïne vers le sud de la Californie et l'Arizona. Plus tard, Avilés se réorienta vers le marché des drogues douces avec l'avènement de la mode, transportant de la marijuana par lot de 10 tonnes. Il introduisit des innovations telles que le transport aérien et la corruption de hauts fonctionnaires, anticipant considérablement son temps. Il établit des contacts en Amérique du Sud et prenait en charge de petites cargaisons de cocaïne, qui cependant n'était pas sa principale source de revenus. Le réseau d'Avilés s'étendait de Culiacán à Mexicali et Tijuana. Nombreux sont les trafiquants de drogue de Sinaloa, devenus des figures d'autorité dans les années 80, qui ont appris le métier auprès d'Avilés. En particulier, Rafael Caro Quintero, à l'âge de 16 ans, le rejoignit et gravit les échelons jusqu'à devenir le chef de la légende de la bande à Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, mieux connu sous le nom de Don Neto, était le trésorier d'Avilés et gérait l'argent et les investissements du réseau. Miguel Ángel Félix Gallardo, le futur chef des chefs, au début de sa carrière criminelle, n'était qu'un simple policier corrompu à la solde d'Avilés et ses tâches incluaient l'extorsion et la corruption. Parallèlement à Avilés, un autre personnage important de notre histoire construisait sa carrière. Alberto le Sicilien Falcone, également surnommé le Faucon ou le Faucon sicilien. Cubain brillant et épicurien, il commença comme voyou de rue à Miami avant de faire son chemin jusqu'à Mexico, où il charma une femme riche et influente. Cette mondaine prit Alberto sous son aile, le vêtit en playboy, lui enseigna les règles de l'étiquette et le présenta aux bonnes personnes. Par la suite, il acheta un ranch d'élevage de chevaux et fréquenta l'élite d'Acapulco à Madrid. Le Faucon sicilien organisa le premier grand transport terrestre de cocaïne depuis l'Amérique du Sud, via Mexico, Guadalajara et Tijuana, jusqu'à Los Angeles à la fin de 1973. En 1968, les agents avaient arrêté environ 400 personnes liées au réseau de distribution américain de Falcone. Alberto Falcone fut arrêté par la police mexicaine en juillet 1975, devenant le dernier grand trafiquant de drogue à être incarcéré au Mexique pour une longue période jusqu'en 1985. Mais le fait est qu'il n'était pas mexicain, il était cubain et de surcroît un pervers sexuel notoire. La Drug Enforcement Administration, en s'appuyant sur ces faits, a littéralement convaincu les Mexicains de l'arrêter.
Une fois derrière les barreaux, Alberto continua de gérer son organisation depuis sa cellule. Et en 1978, 20 ans avant le légendaire El Chapo, il réalisa une évasion similaire via un tunnel creusé, mais fut rapidement rattrapé et condamné à 20 ans supplémentaires. Il fut libéré en 1999 après avoir purgé 24 ans. Un autre narcotrafiquant important qui travaillait avec le Sicilien et était basé à Guadalajara était Manuel Salcedo Uzeta, surnommé El Cachaloc, c'est-à-dire le cochon fou, en raison de sa cruauté et de son caractère irascible. Le Sicilien ne parvint pas à gérer longtemps à distance. À Culiacán, un nouveau leader grandissait et Cachaloc le rejoignit rapidement. Ce leader, comme vous le savez déjà, s'appelait Miguel Ángel Félix Gallardo. Il était décrit comme un homme perspicace, discret, raffiné et impitoyable, des qualités qui firent de lui le chef le plus influent de Sinaloa. Il naquit en 1946 dans la petite ville de Bella Vista, municipalité de Culiacán, état de Sinaloa, au sein d'une famille de paysans. Sa famille n'était pas liée au narcotrafic, contrairement à celle de Caro Quintero et Fonseca Carrillo, comme nous le raconterons plus tard. Les parents de Gallardo travaillaient dans le ejido local, un système de parcelles de terre à usage commun dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Enfant, Miguel vendait du poulet et des saucisses, sillonnant les environs à vélo. Il n'a jamais effectué de travaux physiques lourds. Sa sœur, interrogée en 1989, déclara « Nous venons d'une famille respectable, bien éduquée, nous ne sommes pas des paysans en sandales. Ma mère avait 11 enfants et travaillait la terre pour nous aider dans la vie. Soto que la telorsano. » Miguel Ángel termina sans difficulté le collège, puis s'inscrivit dans un collège de commerce local. Sans le terminer, il travailla un temps comme camélo, porteur, et à 17 ans, en 1963, devint officier de la police nationale mexicaine où il commença à s'immiscer dans le monde de la drogue, recevant de petites sommes d'argent du chef de l'époque, Pedro Avilés. À la fin des années 60, avec le soutien actif d'Avilés, Miguel Ángel trouva un emploi de garde du corps du gouverneur de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celi, membre du Parti révolutionnaire institutionnel. Bien qu'il ne possédât pas des qualités physiques exceptionnelles, avec une taille de près de 190 cm, il ne pesait qu'environ 70 kg, d'où son surnom de Le Maigre. Il est notoire que le premier mandat d'arrêt contre Gallardo pour possession de drogue remonte à 1971, et selon la police, l'affaire n'eut aucune suite. Et bien sûr, il ne fut pas renvoyé de son poste de garde du corps. Miguel devint si proche du gouverneur qu'il fut même le parrain de l'un de ses fils, Rodolfo. Outre Sánchez Celis, parmi les amis de Miguel Ángel figurait Antonio Toledo Coro, qui succéda à Celi en tant que gouverneur en 1975. Lorsque Avilés Pérez fut tué lors d'une fusillade avec la police fédérale en 1968, Félix Gallardo prit les rênes de l'organisation avec l'ancien trésorier d'Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo, surnommé Don Neto, et son ami d'enfance, l'un des lieutenants d'Avilés, et Rafael Caro Quintero. Selon les informateurs omniprésents de la DEA, c'est Don Neto qui aurait commandité le meurtre d'Avilés auprès des fédéraux. Mais il s'agit là plutôt de rumeurs. Don Neto avait alors 47 ans et était un vétéran respecté, sorte de aristocrate du narcotrafic de deuxième génération. Né à Badiraguato au début des années 30, il était le fils de l'un des premiers intermédiaires pour la vente d'opium, mais fut introduit dans cette affaire par son oncle maternel, Fidel Carrillo. Le mentor du jeune Don Neto fut arrêté à Tijuana en 1955 lors d'une opération de police. L'oncle fut condamné à 5 ans de prison et Neto s'en sortit avec une frayeur et retint pour toute sa vie la leçon: toujours payer les policiers. Au début des années 70, il se consacra à la contrebande de cocaïne depuis l'Équateur via le Mexique vers les États-Unis. Et c'est alors qu'il reçut le surnom de Monsieur Bon Prix pour sa capacité à négocier. Sous Avilés, Fonseca Carrillo était l'un des plus anciens du milieu. En particulier, les sources rapportent son arrestation en Équateur en 1973, alors qu'il tentait de transporter 30 kilos de cocaïne. Et il est très probable que ce ne fut pas le seul lot, étant donné que la bande d'Avilés était également à l'avant-garde dans ce domaine. Miguel Ángel n'eut qu'à suivre la voie déjà tracée et à étendre le commerce, écoutant les conseils de son compagnon plus âgé. Don Neto eut 4 enfants, mais aucun d'entre eux n'est connu dans le cercle du cartel de Guadalajara. En revanche, son neveu Amado Carrillo Fuentes, alias le Seigneur des Cieux, surnom qu'il obtint pour la méthode de transport aérien inventée par son oncle, est bien connu. Peu de temps après, Amado deviendrait le chef d'un territoire très important pour le transport efficace de la marchandise, connu sous le nom de Juarez, et recevrait un autre surnom: le vice-président. Un autre chef de Guadalajara est Rafael Caro Quintero. Si Don Neto était un narco-aristocrate de deuxième génération, Caro Quintero était un était un narco-paysan de Sinaloa. Il est né à Sinaloa, selon certaines sources, entre 1952 et 1956. Il avait plus de liens que Fonseca Carrillo, car sa famille était impliquée depuis longtemps dans la culture du pavot à opium et la production d'héroïne.
Son oncle maternel, Lamberto Quintero, était un trafiquant de drogue notoire dans les années 70, et ses frères Miguel et Hector étaient également dans le milieu. Mais à l'époque de l'enfance de Rafa, être un narcotrafiquant ne signifiait pas encore être fabuleusement riche, et il, l'aîné de 12 enfants, n'a donc terminé que quelques classes et a été contraint d'aller travailler. Adolescent, il a intégré la bande d'Avilés, où il a rapidement gravi les échelons. Le cheval de bataille de Caro Quintero était l'herbe. En 1971, il fut arrêté alors qu'il transportait de la marijuana vers les entrepôts d'Avilés à San Luis Rio Colorado. Sorti de prison, il s'installa dans la petite ville de Cabor sur la côte de Sonora où il acheta plus de 80 hectares de terrain et expérimenta des variétés de marijuana. C'est Rafa, avec ses frères, qui deviendra le roi de la sinsémilla, qui au début des années 80 commencera à générer d'énormes profits. La sinsémilla, dont le nom se traduit par sans graines, est une méthode de culture de plantes femelles de 2 mètres de haut dont les cimes contiennent la plus forte concentration de THC. C'est un processus agronomique coûteux et complexe, pour lequel le cartel de Guadalajara avait les ressources et les possibilités. Et Rafael Caro Quintero était un véritable professeur dans la culture de la sinsémilla. L'histoire du cartel de Guadalajara serait incomplète sans mentionner le légendaire caïd Joaquín Guzmán Loera, mieux connu sous le nom d'El Chapo, bien que son nom ne devienne célèbre que plus tard, dans les années 90, nous en parlerons néanmoins, car du moins dans la série Narcos Mexique, une version complètement absurde de son apparition à Guadalajara est présentée. Et vous comprendrez maintenant pourquoi. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera est né dans un minuscule village près de La Tuna le 4 avril 1957. Toute la famille de Chapo était employée dans la culture du pavot à opium et gagnait de bonnes sommes pour les kilos récoltés. Comme vous vous en souvenez d'une discussion précédente, il était très problématique pour un paysan ordinaire de vendre ce qu'il avait cultivé. Mais si ce paysan, comme le père d'El Chapo, était un lointain parent de Pedro Avilés Pérez, alors il n'y avait aucun problème. Ainsi, à l'âge de 20 ans, Chapo était déjà expert en questions commerciales et s'était forgé la réputation d'être une personne irremplaçable dans les cas où il fallait résoudre des problèmes délicats. En quelques années de travail acharné, il est passé de parent pauvre d'Avilés à l'un des intimes de Gallardo. Et comme Gallardo l'avait fait avec Avilés, Chapo, avec Gallardo, a appris toutes les compétences en gestion d'entreprise et, il faut le dire, a eu un succès considérable. Mais nous en reparlerons plus en détail dans une prochaine analyse dédiée à El Chapo lui-même. Outre les personnages mentionnés ci-dessus, l'organisation de Sinaloa comprenait d'autres figures aux noms retentissants. Ismael El Mayo, Zambada, Arturo Beltrán Leiva et les frères Arellano Félix. À la frontière d'Ojinaga régnait le légendaire Pablo Acosta. De plus, figuraient d'autres leaders comme Héctor El Güero, Palma Salazar, Juan José Esparragosa, El Azul, Jaime Herrera, les frères Peder et Oscar Lupercio Cerrato, Rafayana, Alba Alvarez et la famille Diaz Parada. Toutes ces personnes et leurs familles étaient responsables de lieux stratégiquement importants dans le commerce et étaient loyales aux Sinaloans. Comme nous l'avons déjà évoqué, les liens familiaux garantissaient le niveau de confiance nécessaire au fonctionnement des marchés illégaux, car ils réduisaient considérablement la possibilité de trahison. Par exemple, Arturo Beltrán était marié à la cousine de Chapo Guzmán. C'est grâce à cette confiance qu'au début des années 80, les Mexicains ont réussi à créer un réseau aussi puissant pour la distribution de drogue. Mais, comme nous l'avons dit précédemment, les chefs de l'organisation ont dû déménager à Guadalajara en 1978, lorsque les troupes gouvernementales sont arrivées à Sinaloa. D'une certaine manière, l'opération Condor a rendu un grand service aux Sinaloans, éliminant les concurrents. L'objectif des Américains dans cette opération était la réduction des cultures de pavot à opium, et peu après, l'attention s'est portée sur la marijuana. Initialement, les champs étaient arrosés d'un pesticide qui n'affectait pas les plants d'herbe, mais détruisait le pavot. La part de résine diluée mexicaine, ainsi appelait-on l'héroïne mexicaine, chuta à 30% et le marché fut inondé par un flux de marchandises blanches purissimes venant d'Afghanistan, qui avait connu une bonne année de récolte. Puis les Américains ont procédé à la destruction de la marijuana. Pour cela, on utilisa un poison appelé paraquat, qui eut des conséquences inattendues. Les paysans continuaient à récolter les cultures empoisonnées, à les sécher et à les expédier à leurs insatiables voisins du Nord. Selon les estimations les plus prudentes, 1/5 de toute l'herbe mexicaine fournie était empoisonnée par cette substance hautement toxique, entraînant la mort des consommateurs. Le Congrès décida d'arrêter la fumigation et les toxicomanes se tournèrent vers les fournisseurs colombiens. Et ici, nous devrons nous éloigner des passions mexicaines pour comprendre certains faits très importants concernant la Colombie, car ce qui s'y passait a directement influencé les événements décrits. Premièrement, en 1978, près d'un quart du marché américain était constitué de marijuana importée de Colombie. La culture de marijuana s'était répandue à l'intérieur des terres et générait $1 milliard par an.
Le pays était en proie au chaos politique après 20 ans de massacres entre factions politiques, ce qui permit aux narcotrafiquants de créer leur propre réseau de distribution. En octobre 1978, le nouveau président de la Colombie, Julio César Turbay Ayala, déclara que la narcoéconomie représente une menace pour la sécurité nationale de l'État. Et jusqu'en mars 1980, il tenta de la combattre, mais sans succès. Pendant ce temps, alors que toutes les forces étaient concentrées sur la lutte contre la culture et le transport de la marijuana, qui passait déjà de mode, dans la ville encore inconnue de Medellín, une nouvelle et puissante organisation se créait avec pour objectif le trafic de cocaïne. Et c'est le deuxième fait important. Au début des années 70, les trafiquants cubains de Miami contrôlaient un marché de gros de cocaïne relativement modeste aux États-Unis. Leurs clients étaient principalement d'autres émigrés cubains, jusqu'à ce que les Colombiens entrent en scène et déclenchent ce qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de guerre des cow-boys de la cocaïne. Les nouveaux dealers colombiens avaient un grand avantage sur les Cubains. Grâce à la marijuana, les gangs de Medellín avaient accès à un vaste réseau de distributeurs de classe moyenne le long de toute la côte est des États-Unis. Par la suite, les agents de la Drug Enforcement Administration ont conclu que la destruction temporaire de l'industrie mexicaine de la marijuana en raison de l'opération Condor fut la cause directe de la naissance de l'industrie colombienne de la cocaïne, tandis que les agences américaines menaient des batailles bureaucratiques sur la manière d'arrêter le massacre dans les rues de Miami. Les réseaux de trafiquants de cocaïne de Medellín se sont tellement développés que les cow-boys de la cocaïne semblaient de simples enfants à côté. En 1982, les agents de la DEA apprirent que les trafiquants de drogue de Medellín avaient formé un cartel et que derrière cela se trouvaient 4 personnes: Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder et José Rodríguez Gacha. À cette époque, ils contrôlaient 80% de la cocaïne produite en Colombie. Le cartel de la cocaïne de Medellín était le groupe criminel le plus riche et le plus dangereux du monde et allait continuer à croître verticalement et horizontalement. Mais le 24 juin 1982, le président Reagan vainquit un peu la bureaucratie et ordonna la reprise de la guerre contre la drogue. En Floride, principal point de vente de la marchandise colombienne, des centaines d'agents du FBI et de la DEA affluèrent, et la prétendue route caribéenne pour le transport de drogue, qui était la principale pour Medellín, commença à s'effondrer. Mais comme nous le savons, selon la loi du ballon, l'air à l'intérieur se déplacera vers une autre partie si on la comprime plus fort à un endroit. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque les Colombiens ressentirent la pression des États-Unis et que le pourcentage de saisie augmenta, qu'ils commencèrent à chercher de nouvelles routes pour livrer la cocaïne en Amérique du Nord. Et il n'est pas nécessaire de bien connaître la géographie pour comprendre. La route la plus évidente passait par l'Amérique centrale et le Mexique. Comparé aux Mexicains, en matière de transport de marchandises, les Colombiens étaient là peut-être des novices. Il ne restait plus qu'à résoudre la question d'établir des contacts et de conclure un accord à des conditions mutuellement avantageuses entre les entrepreneurs de la drogue des deux pays. La figure clé ici était Juan Manuel Mata Ballesteros, un Hondurien né à Tegucigalpa en 1945, qui deviendrait le plus grand employeur de son pays et l'un des principaux protagonistes de l'âge d'or de la cocaïne. En 1961, à l'âge de 16 ans, Mata émigra à New York en quête du rêve américain, où il travailla comme caissier dans un supermarché. Par la suite, il épousa une Colombienne, puis finit en prison qui, comme d'habitude, devint un lieu d'acquisition de contacts utiles. Finalement, il s'en évada et commença à travailler avec la cocaïne. L'un de ses contacts pour la distribution de drogue était notre vieille connaissance Alberto le Sicilien Falcone, qui justement commençait à fournir de la cocaïne colombienne. Après avoir créé les réseaux commerciaux, Ballesteros décida qu'il était plus sûr d'opérer depuis le Honduras et s'installa dans sa ville natale. C'est là que les Colombiens du cartel de Medellín le recherchèrent, lui demandant de l'aide pour le transport via le Mexique. Pour Mata Ballesteros, qui connaissait personnellement Rafael Caro Quintero et Miguel Ángel Félix Gallardo, cela ne fut pas difficile. De plus, cette intermédiation était une opportunité d'étendre le commerce, car il ne devenait pas seulement membre du cartel de Medellín, mais aussi membre du cartel de Guadalajara. Et c'est là qu'en réalité commence notre histoire. Ayant établi des contacts avec Caro Quintero et Félix Gallardo par l'intermédiaire de Ballesteros, les Colombiens entamèrent des négociations. Selon le directeur régional de la DEA, Jay Bergman, la situation se présentait à peu près ainsi. Les Colombiens aguerris se sont présentés aux Mexicains et ont déclaré « Nous, Colombiens, sommes les propriétaires de la marchandise et pouvons la distribuer nous-mêmes aux États-Unis. Vous, Mexicains, n'avez que de la marijuana et de l'héroïne. Nous vous proposons un accord. Nous livrons notre marchandise sur votre territoire. Vous la faites passer la frontière et la livrez à nos hommes. » Du point de vue du cartel de Guadalajara naissant, il aurait été insensé de ne pas accepter. C'est ainsi que commencèrent les relations commerciales entre les deux plus grands groupes criminels de leur temps. Le résultat de cet accord fut des changements radicaux dans la composition, la structure et la rentabilité de la criminalité organisée mexicaine.
Rappelez-vous d'une discussion précédente, le narcotrafic mexicain a traversé plusieurs phases, liées au boom de la consommation de substances aux États-Unis. Le premier fut la demande d'opium pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50, puis suivit le boom de la marijuana dans les années 60 et 70. Et le troisième bond commença précisément dans les années 80 avec l'arrivée de la cocaïne. En quelques années, au début des années 80, environ en 1984, la cocaïne devint la principale source de revenus pour les entrepreneurs de la drogue mexicains. La participation directe à ce nouveau marché fut pour eux la solution à tous les problèmes, car les revenus de l'exportation de marijuana diminuaient et l'exportation d'héroïne, bien que stable, ne générait pas de grands profits, la mode pour elle étant passée. De cette manière, la transformation en un service de livraison de colis des cartels colombiens pour servir 6 millions de toxicomanes de cocaïne aux États-Unis, non seulement compensa la diminution des revenus, mais rendit l'affaire plus rentable. Avec l'accroissement des profits, l'influence grandissait dans tous les domaines. Les criminels complexifiaient leur structure organisationnelle de diverses manières, y compris par l'apparition de formations paramilitaires pour protéger les intérêts du commerce, ainsi que par la corruption de hauts fonctionnaires. Après tout, les opérations de transport d'énormes volumes de cocaïne exigeaient une protection étatique toujours plus grande et l'implication de tous les niveaux de pouvoir, des policiers locaux aux députés. L'État et le narcotrafic fonctionnaient comme un mécanisme unique dont les engrenages étaient lubrifiés avec la meilleure huile, les millions de la cocaïne. Un agent spécial de la DEA qui a interviewé Pablo Acosta a raconté un épisode très éloquent lié au processus d'intégration des Mexicains dans le système de la cocaïne. Ojinaga, dans l'État de Chihuahua, un point frontalier important pour le transport, où le leader incontesté était Pablo Acosta, fidèle aux Sinaloans. Lorsque les Colombiens prirent contact avec les leaders de Guadalajara, Don Neto, une vieille connaissance d'Acosta, envoya à Ojinaga en tant que garant de la pureté de l'accord son neveu, Amado Carrillo Fuentes. Déjà, fin 1984, les premiers vols directs de Colombie à Ojinaga sur des avions à long rayon d'action à double turbine furent enregistrés. Les tâches d'Acosta incluaient la protection des marchandises grâce à ses liens avec l'armée afin que les autorités ne les saisissent pas et aident au transport. Une petite partie de la cocaïne était destinée à Acosta et le reste à d'autres organisations qui la faisaient ensuite passer par la Colombie-Britannique et Sonora. Il payait Pablo Acosta de 1000 à 1500 $ par kilogramme pour l'utilisation de l'espace, les services de stockage et de transport, et il assurait tout au plus haut niveau, ce qui est connu en détail par les dires d'un informateur de la DEA. Ainsi, l'informateur fournit des renseignements sur l'arrivée d'un avion transportant 816 kg de cocaïne à Ojinaga en mai 1985. L'aéronef atterrit dans un ranch situé à 50 km au sud d'Ojinaga. La cocaïne était conditionnée en briques d'1 kg chacune, de forme ronde ou rectangulaire, qui selon le témoin ressemblaient à des plaquettes de fromage. La cargaison fut déchargée et transportée par camion dans un bunker souterrain situé à environ 1 mètre sous terre, près de la piste d'atterrissage. Une fois la cocaïne placée dans le réservoir, la fosse fut remplie de terre et personne de l'extérieur n'aurait pu soupçonner l'existence d'un tel dépôt de drogue. Le soir même, Acosta donnait 20 $ à chaque soldat de la garnison d'Ojinaga ayant participé à l'escorte de la marchandise. La cargaison était ensuite divisée en 7 parties et dissimulée dans des bonbonnes de propane de camion qui la livraient ensuite aux États-Unis via le carrefour de Loma de Arena. Par la suite, des informations firent état de rencontres directes en Colombie entre Pablo Acosta et Carlos Leder, au cours desquels ils organisèrent des livraisons de cocaïne toujours plus importantes via Ojinaga. L'informateur de la DEA a affirmé qu'entre 1985 et 1986, Pablo Acosta transportait 5 tonnes de cocaïne par mois aux États-Unis. Si le paiement pour chaque kilogramme transporté était de 1250 $, de simples calculs révèlent que Pablo Acosta recevait 6250 000 $ par mois, soit 75 millions de dollars par an, uniquement pour l'utilisation de son infrastructure par les Colombiens. Un service de coursier très lucratif. Et ce n'était là qu'un des points de passage vers les États-Unis par lesquels opérait le cartel de Guadalajara, via Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Rio Colorado, Nogales et Ciudad Juárez. Selon les estimations les plus approximatives de la DEA, passait bien plus de marchandises que ce que Pablo Acosta trafiquait via Ojinaga. Il est également important de souligner la relation entre Colombiens et Mexicains. Diego Azor, pour son livre sur l'histoire du cartel de Sinaloa, a interviewé l'avocat de Miguel Ángel Félix Gallardo. L'avocat a assuré que des relations non seulement d'affaires, mais aussi d'amitié s'étaient nouées entre les leaders des 2 plus grands groupes, Gallardo et Escobar. Étaient-ils seulement des partenaires commerciaux? Non, ils étaient aussi amis
et d'excellents amis. Escobar était un professionnel dans son domaine, et Miguel avait une grande influence dans le sien. Et Escobar, bien sûr, gérait bien les affaires à Medellín et au Mexique. Que pouvons-nous conclure de ces paroles? La confiance, née de l'amitié et de la sympathie mutuelle entre les deux chefs, réduisait le risque d'accord et par conséquent diminuait également la nécessité d'adopter des mesures punitives préventives en cas de situation peu claire. L'amitié renforçait les relations d'affaires. Outre l'amitié, il y avait aussi un respect mutuel pour le pouvoir que chacun possédait au sein de ses territoires. Par conséquent, pendant tout ce temps, aucun affrontement ouvert n'a été enregistré entre Mexicains et Colombiens, ce qui témoigne d'une chose, un partenariat fiable et efficace s'était établi entre eux. Ainsi, le passage secret à travers le Mexique se révéla, en effet, bien plus commode et productif que le passage principal en Floride, et les narcotrafiquants mexicains furent nets plus que satisfaits. Mais il était évident que Gallardo avait un avantage sur Escobar non seulement en termes de logistique, mais aussi de distribution aux États-Unis. Au fil du temps, les relations entre Colombiens et Mexicains s'étendirent progressivement et les conditions de l'accord initial changèrent en faveur de Guadalajara. Comme on le verra plus tard, les Colombiens payaient généralement en espèces pour chaque cargaison. Les premières cargaisons étaient payées en pesos puis en dollars. Mais après un certain temps, Gallardo pressentit que l'argent pouvait se déprécier et il serait bien plus avantageux de traiter directement avec la marchandise. La distribuer directement sur le marché nord-américain signifiait faire un coup de maître. Et ce fut lorsque le cartel colombien commença à livrer plus de cargaisons qu'il demanda à être payé en marchandises. Et Escobar accepta. Cela lui parut même avantageux. Les conditions étaient les suivantes. Si la cargaison était facile à transporter et à cacher dans un train ou un camion, 35% de la cocaïne revenait aux Mexicains. Si tout était plus compliqué et qu'il fallait utiliser par exemple des tunnels souterrains, ils recevaient 50% de la cargaison. Vers 1984, les Mexicains étaient devenus non seulement des transporteurs, mais aussi des distributeurs. Ainsi, il arrive souvent même dans les affaires légales. Le distributeur devient le principal concurrent du producteur et les revenus de la filiale dépassent les profits de la société mère. Gallardo savait parfaitement qu'avec le temps, ses profits et ses collaborateurs deviendraient plus visibles. Il comprenait qu'il ne devait pas se mettre en évidence, surtout à un moment où l'attention de tous était tournée vers Escobar et la Colombie. Et il faut dire que pendant un certain temps, il y réussit. Il menait une vie modeste, davantage celle d'un gestionnaire que d'un empereur. Il surveillait attentivement les livraisons, car il savait que tout devait se dérouler sans accroc. Il fallait payer à chaque poste de contrôle, à chaque officier responsable d'une certaine zone, à chaque maire de village qu'il fallait traverser. Gallardo comprenait qu'il fallait payer. Payer pour que sa fortune soit perçue comme universelle. Payer avant que quelqu'un ne parle, ne trahisse, ne bavarde ou n'offre plus, avant qu'on ne vous livre à un groupe ennemi ou à la police. La source du pouvoir des narcotrafiquants n'était pas l'intelligence, mais l'argent, des dizaines de milliards de dollars, des sommes inimaginables 10 ans auparavant. L'argent achetait des armes, des refuges et enfin la capacité de commander des gouvernements provinciaux et même centraux. Aucune entreprise criminelle n'avait jamais eu autant d'argent que celui dont disposaient les narcotrafiquants d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Et d'où venait cet argent? Il y en avait beaucoup plus. Des fleuves de dollars arrivaient des États-Unis, dont la population semblait avoir un appétit insatiable pour la cocaïne. Pendant ce temps, les agents de la DEA basés à Guadalajara savaient très peu des opérations en cours de Gallardo, bien que l'agence le connaisse depuis 1975. En 1979, Gallardo commença à figurer dans les dossiers de la Drug Enforcement Administration en tant qu'intermédiaire, spécialisé dans de petits transports de cocaïne vers l'Arizona et Los Angeles. Le gouvernement américain s'intéressait davantage aux criminels qui traversaient la frontière et les arrêtait régulièrement, tout comme il interceptait régulièrement des cargaisons de drogue. Les journaux rapportaient constamment la lutte contre les trafiquants de drogue. 200 kilos à Miami, 100 kilos en Arizona. Mais un tableau complet ne se dessinait pas. Le gouvernement mexicain interdisait les vols de reconnaissance aérienne des États-Unis sur son territoire. De plus, la DEA ne jouissait pas d'immunité diplomatique. Le gouvernement mexicain n'avait accordé le statut diplomatique qu'aux agents de la DEA à Mexico, mais avait refusé d'accorder des privilèges similaires aux agents des bureaux locaux. Depuis les années 70, un accord tacite persistait entre la DEA et les hauts fonctionnaires du gouvernement central, selon lequel les agents de la DEA pouvaient porter des armes à feu personnel, mais ce faisant, ils violaient les lois mexicaines et par conséquent étaient à la merci des fonctionnaires locaux. Ils ne pouvaient donc même pas sortir leurs armes. Ronald Reagan, en accédant à la présidence, déclara lors de sa première conférence de presse en 1980 qu'il ne combattrait pas le trafic de drogue, mais qu'il retirerait les clients aux narcotrafiquants. Cependant, son programme anti-drogue interne ne rencontra pas un succès particulier, pas plus que son programme externe. La lutte contre les narcobarons latins s'imbriquait inévitablement avec la politique et la diplomatie.
Premièrement, les pays d'Amérique latine devaient des milliards de dollars aux créanciers américains et une lutte ouverte contre la drogue représentait une menace directe pour les multinationales, les grandes banques et leurs représentants au département du Trésor. Deuxièmement, Reagan lui-même était obsédé par l'activisme soviétique et cubain. Plus important que tous les narcobarons était la répression des mouvements de guérilla de gauche en Amérique centrale et du Sud. Ils étaient particulièrement déterminé à maintenir l'influence américaine dans deux pays latino-américains stratégiquement importants, malgré les preuves que les gouvernements étaient répressifs et empreints de corruption. Il s'agissait du Panama, où se trouve le canal de Panama stratégiquement important et une base pour 10 000 soldats américains, et du Mexique, qui était le troisième partenaire commercial des États-Unis et la plus grande source de pétrole importé. Reagan s'occupait avec zèle du problème de la drogue uniquement dans un cas, lorsqu'on estimait que des guérilleros de gauche ou des gouvernements marxistes trafiquaient de la drogue en échange d'armes. Mais lorsque les agents de la DEA découvraient des preuves de corruption dans des pays non communistes, disposés à collaborer à la résistance à l'intervention cubaine et soviétique, Reagan faisait preuve d'une indifférence surprenante. Les 6 agents du bureau de la DEA à Guadalajara n'étaient pas particulièrement enchantés de cette politique de leur pays et des conditions de travail qui se détérioraient constamment. La ligne du gouvernement américain était sans équivoque. La campagne du Mexique contre la drogue était un programme exemplaire. Les relations entre la DEA et la police mexicaine étaient excellentes. La situation était sous contrôle. En réalité, rien n'était sous contrôle. Gallardo, par exemple, était un propriétaire d'hôtel respecté qui apparaissait régulièrement dans la presse pour diverses raisons. Tantôt il sponsorisait une université, tantôt autre chose. Il possédait un garage de voitures de luxe aussi grand qu'une maison décente que seuls les aveugles et les sourds-muets de Guadalajara ignoraient et il était de fait le gouverneur fantôme de la ville de Cabor. À la même époque, le bureau de la DEA à Guadalajara comptait au mieux 7 agents: James Kuykendall, Pete Fernandez, Butch Sears, Roger Knapp, Victor Wallis, Victor Cortez et Enrique Camarena, dont la compétence se limitait au seul travail d'observation. Tous arrivèrent au début des années 80 et se lancèrent dans l'observation. En 1982, l'organisation de cocaïne de Félix Gallardo passa sous les projecteurs d'un projet de renseignement dirigé par Butch Sears. Le projet fut nommé Opération Padrino et déconcerta tous les employés du bureau. Le diagramme en bloc sur le tableau d'affichage ressemblait à une toile d'araignée. Finalement, ils parvinrent à la conclusion que Félix Gallardo n'était pas seulement le plus grand trafiquant de cocaïne du Mexique, mais l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'hémisphère occidental en général. Son organisation avait tellement grandi qu'elle envoyait d'1,5 tonne à 2 tonnes de cocaïne par mois, ce qui le rendait aussi influent que les trafiquants de drogue de Medellín. Ils commencèrent à se rendre compte d'un fait surprenant. Bien qu'il y ait plus d'agents au Mexique que dans n'importe quel autre pays étranger, aucun de la nouvelle génération de narcochefs n'avait été inculpé aux États-Unis. Si Caro Quintero ou Félix Gallardo étaient apparus au quartier général de la DEA, il n'aurait rien resté aux agents américains qu'à lui offrir une bière. Kuykendall, le chef du bureau, dit à ses agents qu'il voulait qu'ils découvrent tout ce qu'il était possible sur les leaders du cartel et leurs partenaires silencieux dans l'establishment politique et économique. Cela allait à l'encontre des demandes de leur quartier général, mais ils s'en moquaient. Parmi tous les agents, peu nombreux, se distinguait Enrique Camarena, surnommé Kiki. Enrique Camarena Salazar est né le 26 juillet 1947 à Mexicali, au Mexique. Par la suite, ses parents ont déménagé aux États-Unis où Kiki a obtenu son diplôme d'études secondaires à Calexico, en Californie, en 1966 et en 1968, il s'est enrôlé dans le corps des Marines des États-Unis. Après 2 ans de service impeccable dans les Marines, Kiki a travaillé comme pompier, agent de police et shérif adjoint de comté dans sa ville natale. Kiki a rejoint la Drug Enforcement Administration en juin 1974. En 1977, après 3 ans de travail à Calexico, il a été transféré au bureau de Fresno, dans le nord de la Californie. Et 4 ans plus tard, Kiki a reçu l'ordre de transfert à Guadalajara. En 1980, au moment de son transfert à Guadalajara, il était un agent infiltré expérimenté, ayant effectué de nombreuses arrestations. Il avait une femme, Mika, et 2 enfants, et il ne pouvait même pas imaginer ce qui se passait au Mexique, car son travail en Amérique consistait, en grande partie, à enquêter sur de petits dealers de drogue, et parfois à confisquer des cargaisons de drogue. Oui, le travail était dangereux, stressant, mais l'échelle était complètement différente. À Guadalajara, Kiki se plongea entièrement dans ses projets, se concentrant sur Rafael Caro Quintero. Rafa, contrairement à Gallardo et Don Neto, menait une vie ouverte. Parmi les 3 chefs,
seul lui jouissait d'une popularité auprès du peuple et n'hésitait pas à circuler dans la ville avec ses voitures de luxe. Caro Quintero et Don Neto, selon les informateurs, s'occupaient de marijuana, pas de cocaïne. En mai 1982, l'un des informateurs de Camarena raconta une histoire étrange. Dans l'état de San Luis Potosí, à environ 200 miles au nord-est de Guadalajara, de la marijuana poussait sur 220 acres. Les agents étaient sceptiques. La plantation décrite par l'homme aurait été visible de partout, se trouvant au milieu du vaste désert du Mexique central. L'informateur insistait sur le fait que la plantation existait et l'herbe était irriguée par des puits souterrains. Les tiges de marijuana, dit-il, mesuraient déjà 1,5 m de haut. La plantation, dit-il, appartient à Rafa, Don Neto et El Azul. Les agents comprirent que si les paroles de l'informateur se confirmaient, cela contredirait complètement la campagne mexicaine d'éradication des cultures, selon les rapports de laquelle il n'y avait plus de champs géants au Mexique depuis l'opération Condor. Le fait est qu'en 1982, le bureau du procureur général du Mexique, responsable de l'éradication des cultures, a divisé le pays en zones. Les avions, fournis par le gouvernement des États-Unis, devaient survoler ces zones à intervalles réguliers. Bien qu'il fût difficile de repérer un champ de marijuana sur les pentes boisées occidentales de la Sierra Madre ou dans les jungles de Veracruz, un champ d'une telle taille dans le désert aurait été aussi voyant qu'un carré vert fluo à toute heure du jour. Il en résultait que le groupe de Rafa, Neto et Azul avait planté 1/3 de 1000 carrés dans le désert de San Luis et personne ne s'en était absolument aperçu. Cela signifiait l'une des deux choses suivantes. Soit les fonctionnaires mexicains en étaient conscients, mais ne le disaient-ils pas, soit ils n'en étaient pas conscients parce qu'ils ne menaient pas d'opération de renseignement. Dans le premier cas, très probablement, les employés avaient simplement été corrompus. Dans le second cas, ils transportèrent de l'argent et des avions américains sous de faux prétextes et à des fins inconnues. Dans tous les cas, c'était une gifle pour Oncle Sam. Cela signifiait aussi que quelqu'un faisait beaucoup d'argent. Les plantations de marijuana dans la Sierra Madre généraient des profits modestes en raison des coûts de transport et de manutention plutôt élevés. La marijuana est une substance assez difficile à transporter. Contrairement à la cocaïne ou à l'héroïne, elle a une forte odeur et ne peut pas être compressée en une brique pratique d'1 kilo, comme la cocaïne. Un petit volume d'herbe à vendre prend beaucoup de place et la seule façon de s'enrichir avec la marijuana est de cultiver et de vendre cette marchandise à grande échelle, comme le faisaient les Colombiens. C'était difficile à réaliser dans les montagnes inaccessibles de la Sierra Madre. Mais si les hauts plateaux arides du centre du Mexique étaient transformés en une activité agricole avec irrigation intensive et des tonnes d'engrais, comme cela se produisait dans les vallées centrales de la Californie, les profits potentiels seraient énormes. Le moyen le plus simple de découvrir ce qui se passait était de survoler l'endroit. Mais les agents de la DEA avaient besoin d'un accompagnement officiel pour ce faire, et ils n'étaient pas prêts à révéler aux fédéraux mexicains ce qu'ils savaient. Kiki commença à chercher encore plus d'informateurs. Selon les documents de l'affaire Camarena, il rapportait que les commandants des forces fédérales surveillaient la plantation et y livraient des armes. Ils racontèrent que l'assistant d'El Azul avait offert un nouveau pick-up Ford à un lieutenant de l'armée. Les agents de la DEA étaient de plus en plus convaincus que les informations sur la gigantesque plantation n'étaient pas une invention. Plus nous en découvrions, plus nous étions frappés par ce qui se passait, racontera plus tard Kuykendall. Il tenta lui-même de convaincre les fonctionnaires du département d'État à Mexico de l'importance de cette plantation. En août 1982, il participa à une réunion du personnel de l'ambassade et présenta les preuves recueillies par Camarena. Les diplomates ignorèrent Kuykendall, car une telle plantation ne pouvait tout simplement pas exister, comme le confirmaient les Mexicains. C'était une situation de catch-22. Camarena n'avait pas de preuves parce qu'il ne pouvait pas survoler la zone, il ne pouvait pas survoler la zone parce qu'il n'avait pas de preuves. Le bureau du procureur général du Mexique n'enverrait pas un agent de la DEA dans cette zone sans une demande de l'ambassade, et l'ambassade ne voulait pas soulever la question sans preuves solides. Camarena se remit au travail. Il obtint une photographie de la zone et suffisamment de détails pour convaincre l'ambassade de l'existence des plantations. Début septembre 1982, les témoignages de Camarena furent présentés au procureur général du Mexique. Ils étaient si convaincants que les autorités mexicaines ordonnèrent finalement une opération de recherche et de destruction. Début septembre, 7 hélicoptères décollèrent avec à leur bord un groupe de militaires et d'agents de la police judiciaire fédérale du Mexique, dont Camarena et Kuykendall. Malgré tout ce qu'ils avaient entendu auparavant, les agents de la Drug Enforcement Administration restèrent stupéfaits lorsque les hélicoptères traversèrent la couverture nuageuse et qu'une plantation de marijuana vert émeraude apparut à l'horizon. Le raid établit un record. 200 tonnes de marijuana Sinsemilla de haute qualité furent récoltées.
La plantation avait été cultivée avec les techniques agricoles les plus modernes. Les champs étaient irrigués par 3 puits profonds et dans un hangar étaient stockés 20 tonnes d'engrais chimiques. À proximité se trouvaient des baraquements avec des lits pour 100 personnes et de la nourriture fraîche dans la cuisine. Mais dans un rayon de plusieurs miles, il n'y avait pas âme qui vive. Selon les informateurs de Camarena, un officier de police informé de l'action l'avait communiqué peu avant le raid, laissant le temps aux travailleurs de s'enfuir. Le ministère public de San Luis Potosí donna à Camarena des réponses évasives lorsqu'il tenta d'obtenir des documents relatifs à la propriété du champ. Camarena remit aux fédéraux les informations qu'il avait reçues des informateurs sur le propriétaire présumé du champ, Antonio Pérez Parga, mais Pérez ne fut finalement jamais arrêté. C'est là, sur le terrain, parmi des plants de marijuana robustes de la variété la plus chère, aussi haut qu'un homme, que les agents comprirent que seule la lutte contre la corruption résoudrait le problème du trafic de drogue, et à des niveaux très élevés. La police judiciaire fédérale, l'armée et des fonctionnaires gouvernementaux de tous les échelons étaient impliqués, mais ils se heurtèrent à la bureaucratie du département d'État des États-Unis ainsi qu'à leurs propres supérieurs. De hauts représentants de la DEA à l'ambassade doutaient que cette découverte ait une si grande signification. Ils ont déclaré que c'était un coup de chance, racontera plus tard Kuykendall, et que c'était un cas unique, qu'il n'y en avait pas d'autres similaires. Nous, au contraire, étions convaincus que c'était partout. Quelques semaines plus tard, Camarena reçut la nouvelle d'une deuxième grande plantation appartenant à Rafael Caro Quintero dans l'état de Sonora. Kuykendall transmit l'information au bureau de la DEA à Mexico qui, à son tour, convainquit le quartier général de la police fédérale mexicaine et l'armée d'envoyer une équipe de raid. Roger Knapp, qui avait récemment rejoint le groupe de la DEA, se rendit à Culiacán pour rejoindre les fédéraux. Les champs se trouvaient exactement où l'informateur l'avait indiqué. Sous le ciel ouvert ondulaient 170 acres de marijuana. Knapp et les fédéraux se rendirent à Ciudad Obregón et y passèrent la nuit avec l'intention de commencer le défrichage à l'aube. S'étant levés à 6h du matin, ils découvrirent que le commandant de la police fédérale de Culiacán les attendait. Ce commandant, que l'on disait être un ami cher d'El Azul, avait été délibérément exclu du raid. Apparemment, il en avait eu connaissance pendant la nuit, car il était arrivé par les montagnes à Sonora. Le matin, le commandant insista pour un report. Après avoir attendu toute la journée, Knapp décida que la situation était désespérée et retourna à Guadalajara. Par la suite, un informateur lui dit que les fédéraux avaient de confisquer une partie de la marijuana, mais avaient été permis de récolter les cultures dans d'autres champs ce jour-là. Les agents de la DEA à Guadalajara comprenaient l'ampleur de la pieuvre mexicaine et savaient aussi pourquoi cela se produisait. Le gouvernement, à haut niveau, donnait aux narcotrafiquants un consentement tacite à toutes leurs manœuvres, un véritable pacte social où chacun se comprenait du premier coup d'œil. Cependant, le gouvernement représentait toujours les intérêts de l'État, non des narcotrafiquants, et pouvait donc encore être persuadé ou pressé de prendre des mesures décisives. Et ce type de persuasion devait être fait par le président des États-Unis, les plus hauts fonctionnaires de son administration et le Congrès. Et cela ne pouvait certainement pas être fait par une dizaine d'agents qui n'avaient même pas le droit d'arrêter à l'étranger et de porter des armes. Début 1983, Kuykendall se rendit à une réunion des représentants de la Drug Enforcement Administration à San Antonio, armé d'un faisceau de photographies où Camarena posait dans les champs avec des plans de Sinsemilla d'1,5 mètre de haut. Quand on lui demanda d'expliquer ce que c'était, il répondit « corruption ». Les photographies ne produisirent sans pas d'effet « waouh » sur qui que ce soit. Et il retourna simplement à Guadalajara. Les agents de la DEA continuèrent à recueillir des informations par eux-mêmes comme ils le pouvaient et ne se tournaient vers la police judiciaire fédérale mexicaine qu'au dernier moment. Il y avait quelques policiers locaux courageux qui ne s'opposaient pas à effectuer des arrestations, mais seulement si 2 facteurs se vérifiaient. Ils devaient être trouvés et correctement accordés, et leur supérieur ne devait pas être à la solde du narcotrafiquant dont il était question. Dans la plupart des cas, les informations sur chaque mouvement des agents de la DEA parvenaient immédiatement au cartel. Camarena passait beaucoup de temps dans le bureau de la police judiciaire fédérale, cherchant à recueillir des informations utiles. Pendant un certain temps, il pensa même avoir quelques amis, jusqu'à ce qu'il découvre que ces mêmes personnes travaillaient pour Caro Quintero et Don Neto. Finalement, les employés du bureau de Guadalajara parvinrent à la conclusion que la police judiciaire fédérale était une autorité si peu fiable qu'ils cessèrent de partager avec eux des informations confidentielles, même avec les employés qui semblaient vouloir aider. Les agents de la DEA ne pouvaient jamais être sûrs que les personnes qu'ils considéraient comme leurs alliés ne jouaient pas un double jeu. Ni le quartier général de la DEA, ni le bureau du procureur des États-Unis le long de la frontière ne montrèrent un quelconque intérêt à inculper Caro Quintero, Félix Gallardo et les autres chefs. Les procureurs fédéraux ne voulaient pas perdre de temps et d'énergie à élaborer des accusations de conspiration contre des étrangers qui venaient rarement aux États-Unis. Les départements de la DEA
habituellement se concentrait sur des affaires de drogue faciles à gérer. Le seul membre du cartel qui à ce moment-là avait été inculpé était Don Neto, et cette affaire avait été initiée par les agents des douanes à San Diego, mais s'était enlisée à cause de querelles interagences entre le bureau du procureur, la DEA et les douanes. L'enquête a débuté en décembre 1982 lorsque les agents des douanes chargés du blanchiment d'argent furent informés d'un groupe de Mexicains qui faisait passer d'importantes sommes d'argent liquide de San Diego à Tijuana. La piste mena à une maison du ranch de Santa Fe, un quartier exclusif situé en hauteur sur une falaise surplombant l'océan Pacifique. Dans la maison vivaient Don Neto et des proches de Rafa. Ils utilisaient un service de radiomessagerie et un beeper pour contrôler la livraison de grandes quantités de marijuana, d'héroïne et de cocaïne à Los Angeles et pour transférer des millions de dollars au Mexique. Les douaniers s'adressèrent au bureau du procureur des États-Unis pour demander une ordonnance du tribunal afin de mettre le téléphone de la maison sur écoute. La section locale de la DEA accepta, mais les cadres intermédiaires du quartier général de la DEA objectèrent que les agents des douanes devaient s'occuper des enquêtes de contrebande et n'avaient pas la juridiction pour gérer les écoutes téléphoniques en vertu des lois nationales sur le trafic de drogue. Après un mois de bataille bureaucratique, l'autorisation d'écoute fut obtenue, mais le 28 janvier 1983, Don Neto quitta la ville. Lorsque les douaniers arrivèrent à la maison, ils trouvèrent des vêtements dans le placard et de la nourriture sur la table. Au milieu de l'année 1983, Kiki Camarena était déjà convaincu que Caro Quintero créait d'immenses plantations de sinsemilla, d'élite et lucratives, sur le plateau central. Il désirait ardemment survoler la Sierra Madre à ses propres conditions et échafaudait un plan. Louer un avion, embaucher un pilote et mener sa propre reconnaissance aérienne sans pilote du gouvernement mexicain. C'était une idée radicale. Et Camarena le savait. Il appela son plan Opération Miracle, car comme il le dit à Kuykendall avec un sourire triste, ce serait un miracle si quelqu'un l'approuvait. Au cours des mois suivants, lors de réunions avec la direction de la DEA à Mexico, Kuykendall a promu l'idée d'une surveillance aérienne par la DEA. Il a insisté sur le fait que le département d'État sous-estimait délibérément les estimations de la production de marijuana pour tenir compte de la délicatesse de la situation diplomatique avec le Mexique. La tension entre Mexico et le bureau de Guadalajara s'est particulièrement intensifiée après qu'Ed Heath, complètement désorienté par la situation, fut nommé attaché de la DEA à Mexico à la mi-1983. De plus, selon Kuykendall, Ed Heath avait la pire forme de servilité imaginable. Heath s'est lié d'amitié avec des fonctionnaires du bureau du procureur général du Mexique et du quartier général de la police judiciaire fédérale, en particulier avec son directeur Manuel Ibarra. Son approche lente et attentionnée envers ses collègues mexicains irascibles a satisfait de nombreux responsables politiques de l'ambassade américaine, mais a entraîné des affrontements avec les agents sur le terrain. La diplomatie a toujours été l'art du compromis, mais la plupart des agents de la DEA sur le terrain considéraient le compromis comme une pente glissante, car ils comprenaient le fonctionnement du système et ce qui en lubrifiait les rouages. Anticipant les faits, je dirais que le nouvel ami d'Ed Heath, Manuel Ibarra, comparaîtrait en 1990 devant un tribunal américain pour l'affaire du meurtre de Kiki Camarena. Les questions d'antagonisme entre le centre et les périphéries n'étaient donc pas des questions de relations personnelles. C'était, au sens littéral, des questions de vie ou de mort pour les agents, non protégés, contrairement à Ed Heath, par l'immunité diplomatique. Ainsi, à l'été 1983, après que Camarena et Sears eurent passé plusieurs mois à identifier les membres du réseau de Caro Quintero à Guadalajara, Heath ordonna à Kuykendall d'envoyer les noms et adresses obtenus. Heath assura qu'il organiserait personnellement l'arrivée d'une équipe opérationnelle fiable de fédéraux de Mexico à Guadalajara pour les perquisitions. L'idée ne plut pas à Kuykendall, mais il n'eut pas le choix. C'était un ordre direct. Ainsi, les fédéraux immaculés arrivèrent à Guadalajara et s'installèrent dans le motel Las Américas, qui appartenait, oui, vous avez bien compris, à Miguel Ángel Félix Gallardo. À ce moment-là, lorsque les perquisitions commencèrent à toutes les adresses, il n'y avait déjà plus personne. Camarena et ses partenaires avaient passé des mois à essayer de trouver de nouvelles adresses et de nouveaux numéros de téléphone des membres du gang. En mai 1983, l'agent Pete Hernandez a renoncé, demandant son transfert au Texas. Il a dit à ses compagnons du bureau de Guadalajara qu'il voulait mettre en prison quelqu'un qui y resterait. Il était fatigué des tracasseries des fédéraux mexicains. Quelques mois plus tard, Butch Sears a découvert un poste vacant en Bolivie et a postulé. Il a dit qu'à son avis, la Bolivie pouvait être corrompue et arriérée. Mais les employés de l'ambassade américaine et les agents de la DEA étaient au moins là-bas du même côté. Il faisait référence à ses vaines tentatives d'atteindre le gouvernement avec la demande d'ouvrir l'accès au compte bancaire de Gallardo, qui aurait pu éclairer le fonctionnement interne de l'organisation de trafic de cocaïne. Camarena
Hernandez et Knapp ont réussi à recruter des informateurs pour l'opération Caro Quintero avec une relative facilité. Mais cela n'est arrivé que parce que le trafic de marijuana nécessitait des milliers d'agriculteurs, de superviseurs, d'ingénieurs, de camionneurs et de gardes, et cette branche de l'activité du cartel de Guadalajara était bien visible, tout comme Rafa lui-même. Mais les affaires de Félix Gallardo, ils n'ont même pas réussi à les approcher. Le trafic de cocaïne fini était à forte intensité de capital, mais pas à forte intensité de main-d'œuvre. Un homme comme El Padrino, ainsi appelait-on aussi Gallardo, avait besoin d'un petit groupe d'assistants de confiance pour gérer ses affaires, mais il devait pouvoir transférer des millions de dollars dans de nombreux pays pour payer la cocaïne, les avions, les camions et les pots de vin. Sears pensait que le meilleur moyen de pénétrer les affaires de la cocaïne était d'analyser les opérations financières. Ainsi, dès le début de 1982, lors de son opération Padrino, Sears soupçonna que Félix Gallardo avait acquis une participation dans une banque de Guadalajara pour blanchir de l'argent. Il demanda au gouvernement mexicain les détails bancaires du narcotrafiquant, mais essuya un refus catégorique. Plus tard la même année, les agents de la DEA à Lima tombèrent sur un chèque de banque de la Bank of America à San Diego. Les agents furent surpris de découvrir que l'organisation de Félix Gallardo avait transféré 20 millions de dollars via un seul compte de la Bank of America en un mois. À ce rythme, calculèrent les agents, la bande aurait pu gagner 200 millions de dollars par an, voire plus, étant donné que les grandes opérations antidrogue dispersaient leurs actifs dans de nombreuses banques. Pendant que les agents élaboraient leur schéma, les recettes de la vente de cocaïne sur la côte ouest étaient collectées et transportées par camion à Guadalajara, déposées là-bas dans la banque de Félix Gallardo et transférées à nouveau à la Bank of America à San Diego. L'agent financier de Félix Gallardo, Thomas Valles Corral, prélevait de l'argent sous forme de chèques de banque de 40 ou 50 000 dollars et les envoyait en Amérique du Sud pour payer les producteurs de cocaïne. Les chèques encaissés devinrent des informations inestimables pour la DEA. Ils savaient maintenant d'où Gallardo tirait sa cocaïne. Certains chèques avaient été encaissés dans des villes peu connues des jungles de Colombie, certains dans les Andes péruviennes, certains à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. 4 chèques d'une valeur de 200 000 dollars finirent en Suisse entre les mains de Roberto Suarez Jr., représentant de la célèbre famille bolivienne de la cocaïne. Sears et Kelly apportèrent des copies des chèques encaissés à Mexico pour les montrer aux représentants des autorités de régulation bancaire et aux fonctionnaires des douanes mexicains. Ils demandèrent, une fois de plus, l'accès aux rapports bancaires mexicains qui, selon eux, auraient pu révéler des informations sur les partenaires et les investissements de Félix Gallardo, et encore une fois la demande fut rejetée. Sears espérait que quelqu'un à l'ambassade soulèverait la question lors de réunions de haut niveau, mais tous gardèrent le silence. Et pourtant, il était si proche de la vérité. En réalité, ces calculs de 20 millions de dollars par an étaient loin de la réalité. Il est difficile de le croire, mais en 1985, les revenus des narcotrafiquants mexicains provenant de la vente de cocaïne et de sinsemilla dépassaient les 5 milliards de dollars par an. Et l'intermédiation des banques n'était pas la moindre cause d'un tel niveau de profit. En effet, les banques ont joué un rôle décisif dans l'expansion internationale du commerce mexicain. Ce fut un changement technologique significatif, aussi important que l'apprentissage de la culture de la sinsemilla. Les narcotrafiquants transféraient de l'argent rapidement et efficacement entre les pays. Fini ces jours tourmentés où il fallait transporter des valises pleines de billets et attendre dans des bars et des hôtels des livraisons tendues. L'humeur de l'agent Sears s'améliora brièvement lorsqu'un informateur lui transmit les fréquences radio que le réseau de communication de Félix Gallardo utilisait pour gérer avions et camions. Le bureau de Guadalajara de la DEA s'adressa à la station de la CIA à Mexico pour demander la mise en place d'un système de surveillance du trafic radio, mais ne reçut aucune réponse. Alors, les agents achetèrent eux-mêmes l'équipement dans un magasin Radio Shack aux États-Unis et assemblèrent leur propre système de surveillance. Sears déclara que ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, et il s'envola pour la Bolivie juste avant Pâques 1984. L'agence Knapp, qui avait remplacé Sears, reçut des informations selon lesquelles une grande quantité de cocaïne arrivait à Guadalajara, et Félix Gallardo devait s'y rendre en personne. Le quartier général fédéral à Mexico accepta d'envoyer une autre équipe d'agents fiables. Encouragé, Knapp attendit que les fédéraux surprennent Gallardo en flagrant délit, mais comme vous pouvez l'imaginer, la livraison n'arriva jamais et Félix Gallardo n'apparut pas. Pendant ce temps, aux États-Unis, tout allait encore bien. Les membres du Congrès et les journalistes n'avaient jamais entendu parler de l'empire de la cocaïne en expansion de Gallardo, ni des gigantesques plantations de marijuana qui finançaient Rafa et Don Neto. L'administration Reagan resta silencieuse. Le 22 juin 1983, Dominique DiCarlo, sous-secrétaire d'État adjoint pour le Bureau des Affaires internationales de la drogue, présenta un rapport encourageant, louant les efforts du Mexique pour l'éradication de la marijuana et de l'opium. Selon DiCarlo, le programme mexicain avait eu un tel succès que les producteurs
en réponse, avait planté des champs minuscules, plus isolés et difficiles d'accès. Dans les champs de marijuana que Camarena et ses partenaires trouvèrent dans le désert, il n'y avait rien de minuscule et de difficile d'accès, mais Di Carlo ne mentionna absolument pas ces grandes plantations ouvertes. La position du département d'assistance antidrogue du département d'État à Mexico était que les champs désertiques étaient une anomalie, leur priorité était l'opium, et à Sinaloa, une région où la culture du pavot et de la marijuana était une entreprise très difficile en raison du terrain et du risque de surveillance aérienne. Pendant ce temps, les agents de la DEA à Guadalajara découvrirent une autre grande plantation dans le désert, 200 acres de Sinsemilla à Zacatecas. Ils avertirent les fédéraux qui envoyèrent un rapport avec des photos de la destruction complète des plantations. Par la suite, 2 informateurs rapportèrent aux agents de la DEA que la marijuana avait en réalité été soigneusement récoltée et empaquetée par les soldats de l'armée mexicaine. Et ainsi, tandis que les agences américaines résolvaient les problèmes sur le continent sud-américain, tandis qu'elles se déchargeaient mutuellement de la responsabilité et combattaient sur les fronts de la guerre froide contre les communistes, en janvier 1984, la saisie de marijuana le long de la frontière sud-ouest avait augmenté de 5 fois par rapport à 1980. Si quelqu'un ne perdait pas de temps, c'était dans les narcotrafiquants entreprenants du cartel de Guadalajara, presque éradiqués selon les rapports du gouvernement mexicain. Aux frontières, il y avait un nombre catastrophiquement bas de douaniers et encore moins d'agents de la DEA. Les demandes au centre de renforcer la frontière ne reçurent aucune réponse. Quelques mois plus tard, le bureau de Tucson effectua la plus grande saisie en 10 ans. 2 camions de marijuana pesant au total près d'1 tonne. Plus ou moins à cette époque, début 1984, l'enquête de Kiki Camarena connut un tournant majeur. Un informateur révéla que les trafiquants de Guadalajara avaient formé un syndicat pour financer des milliers d'acres de plantations de marijuana, Sinsemilla, à Chihuahua. La liste représentait littéralement le top 30 de l'industrie mexicaine de la drogue. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan Nepomuceno Guerra et 21 autres noms, chacun d'eux connus de Kiki. Camarena commença à creuser plus profondément, en violation de l'accord entre les États-Unis et le Mexique, qui interdisait la surveillance de l'espace aérien par des agents américains. Camarena engagea le capitaine Alfredo Zavala Avelar, un ancien pilote militaire mexicain, pour survoler l'état de Chihuahua, afin de voir personnellement les champs de marijuana, et ils étaient au là. De retour au consulat, Camarena et Kuykendall écrivirent de nombreux télégrammes sur leur découverte. Selon les documents de l'affaire Camarena, lui et ses informateurs rapportèrent que Felipe Aparicio Núñez, directeur du DFS, et Guadalupe Gutiérrez, général de la police fédérale, non seulement prenaient de l'argent pour fermer les yeux, mais investissaient dans les futures entreprises de culture de marijuana. Un informateur affirma avoir vu Aparicio Núñez retirer personnellement 50 millions de pesos d'un transporteur pour Rafael Caro Quintero. Un autre informateur raconta que Gutiérrez était prêt à accueillir les trafiquants de drogue sur son territoire et à leur fournir toutes sortes d'assistance. De plus, lorsque Camarena et Knapp parlèrent avec le général Gutiérrez de ses relations avec les trafiquants de drogue, il déclara ouvertement aux Américains « Ils viennent et vous font une offre ». Se rappela Knapp des paroles du général « Nous deviendrons riches ou nous tuerons. Il vaut donc mieux être riche que mort. » Fin mai, le adjoint de l'assidu Ed Heath du bureau central, Walter White, informa Camarena et Kuykendall que les fédéraux avaient la connaissance des plantations de Zacatecas et prévoyaient un raid. D'un coup de fil, Kuykendall conclut que Heath, comme à son habitude, avait informé le quartier général de la police judiciaire fédérale et son ami Ibarra. Peu de temps après, les fédéraux, dirigés par le commandant Ibarra, investirent les plantations. 20 tonnes de marijuana furent confisquées sur 150 acres de champs. Selon les journaux mexicains, Ibarra annonça que 177 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'affaire, mais comme d'habitude, parmi les personnes arrêtées, il n'y avait aucun nom significatif de cette liste. Le raid fit les gros titres des journaux mexicains, mais Camarena était découragé par le maigre butin par rapport à ce qui, à son avis, se trouvait là. Et ce qui était pire, le cartel de Guadalajara savait maintenant qui était Kiki Camarena et à quoi il ressemblait. Ayant enfreint une règle qui interdisait de survoler les plantations seul, Camarena en enfreignit une autre qui interdisait de travailler sous couverture. Fatigué des blagues continues des fédéraux, Kiki, sous couverture, se rendit à la plantation de Zacatecas, regarda autour de lui et demanda à un informateur de le présenter à l'ami de Rafa, Emmanuel Chavez, qui fut ensuite arrêté mais libéré après un certain temps. Chavez avait vu Camarena avec les fédéraux lors de l'arrestation, et c'est très probablement lui qui a rapporté à Rafa qui était Kiki. Mais Kiki était déjà inarrêtable. Il trouva de nouveaux informateurs parmi les commerçants et les paysans liés aux champs, et au milieu de l'été 1984, les agents de la DEA apprirent que Caro Quintero et ses compagnons fondaient d'autres grandes plantations dans les états désertiques de Chihuahua, Sonora et Basse-Californie. Rafa, pendant ce temps,
ne se limitait en aucune façon à cause de l'attention indésirable portée à sa personne par les Américains envahissants. Il acheta des dizaines de ranchs et de villas dans tout le nord et le centre du Mexique. Il acquit 25 acres de terrain dans une riche banlieue de Guadalajara pour 4 millions de dollars en espèces. Autour du périmètre de la propriété, il érigea un mur de béton de 5 mètres de haut et jeta les fondations pour la construction d'une luxueuse résidence. Lorsque cette villa ostentatoire fut construite, tout le monde à Guadalajara pouvait voir que Rafael Caro Quintero n'était pas un criminel. Les criminels se cachèrent dans des trous, tandis que Rafael Caro Quintero vivait où bon lui semblait. Mais le même article de journal sur le Ried avec la saisie de 20 tonnes à Zacatecas eut un certain effet. Mais ce ne fut pas l'activité de la section de Guadalajara de la DEA qui le causa, mais plutôt l'augmentation constante, pratiquement exponentielle, des saisies de marijuana le long de la frontière américaine. La marijuana et l'héroïne mexicaine étaient disponibles dans tout le sud-ouest américain, et les prix étaient bas. Ce fait indéniable rendait invraisemblables les déclarations du gouvernement mexicain sur la destruction massive des plantations. Les registres de vol des hélicoptères pulvérisateurs américains, compilés par le bureau du procureur général du Mexique, montrèrent que les hélicoptères ne volaient que 25% du temps. Pendant de nombreuses années, ils n'avaient pas été correctement entretenus. L'entrepôt de pièces de rechange était vide et les informateurs, qui travaillaient dans différentes sections de la Drug Enforcement Administration au Mexique, rapportaient que les herbicides étaient dilués avec de l'eau ou même jetés dans le désert. Ed Heath commença à promouvoir l'idée que le programme mexicain d'éradication de la drogue nécessitait de toute façon l'intervention de la DEA. Les représentants du département d'État à Washington arrivèrent également à la conclusion que des mesures décisives étaient nécessaires. Mais l'ambassadeur Gavin, préoccupé par la crise de la dette du Mexique et cherchant à refroidir les relations du Mexique avec le Nicaragua, était opposé à des changements radicaux dans la campagne mexicaine contre la drogue. Finalement, un accord fut trouvé entre les agences, selon lequel l'ambassade demanderait au gouvernement mexicain de permettre aux agents observateurs de la DEA de survoler les champs de pavot ou de marijuana qui devaient être pulvérisés afin que les États-Unis puissent vérifier indépendamment les affirmations de destruction des cultures. Ed Heath appela le projet Opération Avant-Garde. À première vue, le plan Savant-Garde rappelait l'Opération Miracle de Kiki Camarena. Mais Camarena soutenait que les pilotes de la DEA devaient piloter des avions avec la possibilité de contrôler le vol. Dans le plan de Heath, en revanche, les avions et les pilotes étaient mexicains et les agents de la DEA étaient des passagers sans droit de contrôle du vol. Lorsque Camarena entendit parler des pilotes mexicains, selon Kuykendall, il ne voulut rien avoir à faire avec le projet. Les avions décollèrent pour le premier vol le 1er novembre 1984. Les agents de la DEA à bord confirmèrent les pires soupçons des agents de Guadalajara. La marijuana et l'opium poussaient plus que ce que l'on pouvait imaginer. Et à l'automne de la même année 1984, dans les rues de Guadalajara, éclata une guerre des gangs. Trafiquants rivaux se tendèrent des embuscades mutuelles et à la police sur les boulevards et les cafés. Pour les agents américains, le cours des événements confirmait, le gouvernement mexicain renonçait à toute prétention de contrôle sur la criminalité liée à la drogue. Victor Wallis, qui avait remplacé Butch Sears parti en Bolivie, est arrivé à Guadalajara en septembre 1984. Dès son entrée en fonction, Kuykendall et Kiki l'ont assis et lui ont conseillé de ne jamais se détendre. Guadalajara n'est pas l'Amérique, où chaque bandit sait, si tu tues un policier, les choses tournent mal. Le 10 octobre, la voiture garée de l'agent Roger Knapp a été criblée de balles. Knapp était sûr que c'était l'œuvre de Félix Gallardo. C'était précisément dans cette voiture que Knapp avait surveillé Gallardo quelques mois auparavant, lorsqu'il avait été violemment tiré de sa voiture et interrogé par les gardes du corps de El Padrino, qui avaient découvert son badge. Déjà au début de l'année, Félix Gallardo avait montré qu'il était au courant de l'opération Padrino et de l'attention accrue portée à ses comptes bancaires et que cela ne lui plaisait pas. Le 28 mars, un ancien commandant des forces fédérales a rendu visite à Camarena avec un message de Gallardo. Il disait qu'il serait sage pour les agents de la DEA de laisser enfin tranquille M. Félix, qui était un homme d'affaires honnête, et qu'il serait préférable pour eux de traquer Rafael Caro Quintero. Mais la DEA a intensifié les enquêtes, non seulement au Mexique, mais dans tout le sud-ouest. En juin 1984, le bureau de la DEA de Guadalajara reçut une information qui mena leurs collègues agents de Los Angeles dans une chambre de motel à Anaheim. À l'intérieur, ils trouvèrent 4 millions de dollars en espèces avec des traces de cocaïne. Des fragments de documents trouvés dans la chambre conduisirent à des comptes bancaires à San Isidro, Laredo et El Paso, contrôlés par Thomas Valles Corral. Les agents de la DEA réussirent à confisquer 13 millions de dollars liés à l'organisation de Gallardo, mais ils ne se faisaient aucune illusion sur ce qu'ils avaient obtenu. Ce que nous avons ici, ce sont des broutilles, déclara l'agent Scott Adams du bureau de la DEA d'El Paso. En nous, les shérifs adjoints du comté de Gila, en Arizona,
saisirent 600 livres de cocaïne, dont les traces étaient liées au réseau de Félix Gallardo. Une telle quantité de cocaïne aurait rapporté 30 millions de dollars ou même plus sur le marché de gros de Los Angeles. La Drug Enforcement Administration n'avait eu aucun rôle dans cette saisie. Un policier d'État fatigué et sa femme coupertes du bois virent un avion atterrir et soupçonnèrent quelque chose d'étrange, puis s'adressèrent aux forces de l'ordre. Néanmoins, Félix Gallardo apparemment accusa la DEA. Roger Knapp entendit des rumeurs selon lesquelles les gringos avaient de gros ennuis, et aussi tous ceux qui avaient été vus avec eux. Lorsque sa voiture fut touchée, Knapp supposa que Félix Gallardo avait préalablement convenu l'avertissement avec de hauts fonctionnaires de la police fédérale. Tout d'abord, la police en uniforme arriva presque aussitôt sur les lieux. Elle mettait généralement une demi-heure pour arriver à un appel et le commandant Flores de la police fédérale apparut également. Knapp décida qu'il vérifiait que personne n'avait été blessé. Après le départ de la police, Knapp appela Mexico et rapporta l'incident à Walter White, l'adjoint de Heath. Peu après, White rappela et dit que le quartier général voulait que Knapp retourne aux États-Unis le plus tôt possible. Knapp ne voulait pas du tout partir. Il avait effectué un énorme travail d'enquête sur l'activité de l'organisation de Félix Gallardo. Enfin, cela commençait à porter ses fruits. Il avait l'impression qu'une percée était imminente. White parla de nouveau avec le quartier général et obtint une suspension. Mais le lendemain, Knapp apprit que le bureau de la DEA de Los Angeles avait saisi 200 kg de cocaïne, qui apparemment appartenait à Gallardo. La saisie eut lieu quelques heures seulement après la fusillade contre la voiture de Knapp. « Il est temps de partir », dit Knapp à sa femme. Il n'avait eu aucun rôle dans cette saisie, mais les tueurs à gages de Félix Gallardo ne le savaient pas. Les agents restants étaient 3, James Kuykendall, Kiki Camarena et le nouveau venu Shaggy. L'ambassadeur Gavin rendit visite au procureur général Sergio Garcia Ramirez et au ministre de l'Intérieur Manuel Bartlett Diaz. Il apporta le message selon lequel, si un incident désagréable comme celui avec Knapp arrivait de nouveau à l'agent de la DEA, les États-Unis le considéreraient comme un fait extrêmement grave avec des conséquences très profondes et à très long terme. Kuykendall était furieux. Il estimait que l'ambassadeur aurait dû faire un scandale, mais cela ne se produisit pas. Et ainsi, par leurs actions, ils avaient en quelque sorte desserré les rênes aux narcotrafiquants. L'un autre, on pouvait menacer et l'agent rentrait chez lui. Il fallait que quelque chose de grave se produise, dit Kuykendall, désespéré. Kiki était d'accord avec lui dans ses prévisions pessimistes, mais aucun des deux n'avait l'intention de partir. D'autant plus que récemment, le pilote Zavala lui avait parlé du Ranch Buffalo, le projet principal de Rafael Caro Quintero. Selon les rumeurs, c'était un incroyable projet d'investissement pour lequel plusieurs des plus grands pontes s'étaient unis, et pas seulement dans le domaine du trafic de drogue. Les vols au-dessus du camp sans la permission des propriétaires étaient interdits, et pour son entretien, une quantité colossale de personnel de service était nécessaire qui arrivait de partout, de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Jalisco, Chiapas et même du Guatemala. Kiki et Kuykendall ont signalé la découverte au quartier général. Et il s'est avéré qu'au moins 3 bureaux de la DEA de différentes régions du Mexique avaient également entendu parler de Buffalo. Heath a transmis cette information au bureau du procureur général du Mexique. Quelques jours plus tard, la réponse officielle est arrivée. L'information ne correspondait pas à la vérité. Il n'y avait rien dans le désert. Alors, Heath a fait pression sur le bureau du procureur général et le quartier général des fédéraux. Finalement, les autorités mexicaines ont accepté de réunir une équipe de raid. Tard le soir du 6 novembre, des représentants de la police fédérale, du bureau du procureur général et de l'armée ont rencontré un groupe d'agents de la DEA et ont planifié l'attaque. Au petit matin du lendemain, ils devaient transférer les troupes dans le désert de Chihuahua. Le commandant Aldana Ibarra dirigerait l'équipe d'assaut. À l'aube, les raiders se sont dirigés vers Chihuahua, près du village de Buffalo. Les forces de l'ordre mexicaines et américaines à bord des hélicoptères ont vu des champs irrigués, des baraques et des hangars de séchage de 30 à 50 pieds de large et de 300 à 400 pieds de long. Il a fallu 2 jours aux raiders pour reconnaître la zone. La taille du projet était stupéfiante. Le gouvernement mexicain a confisqué et détruit de 5 à 10 000 tonnes de Saint-Semilla de haute qualité. Il y avait 5 zones de culture, 25-30 séchoirs, la plupart de la taille d'un terrain de football. Cette saisie a établi un nouveau record mondial. Personne n'avait jamais vu autant de marijuana en un seul endroit. Les champs étaient irrigués avec de l'eau pompée de puits profonds, étaient bien fertilisés et travaillés avec les dernières technologies agricoles intensives et de haute technologie. Il y avait beaucoup plus de marijuana à cet endroit que ce que l'on pouvait cultiver dans les champs, ce qui a amené les agents à conclure que le complexe de Chihuahua était un centre de stockage et de traitement de la marijuana cultivée dans tout le Mexique.
Plusieurs informateurs rapportèrent aux agents que le complexe appartenait à un syndicat créé par Rafael Caro Quintero. Par la suite, Caro Quintero confirma que le complexe était sa propriété et se plaignit d'y avoir investi 20 millions de dollars. Les représentants de la DEA estimèrent que si la marijuana avait été vendue dans la rue, elle aurait rapporté plus de 2,5 milliards de dollars. Dans 3 parcelles, environ 7000 paysans effrayés furent découverts. Ils avaient été embauchés, offrant l'énorme somme de 2500 pesos par jour, environ 6 dollars, pour travailler dans les champs. Les malheureux vivaient dans des conditions horribles. Des gardes armés veillaient à ce qu'ils ne s'échappent pas. Et quiconque tentait de le faire était fusillé à la mitraillette. Les travailleurs étaient nourris de pommes de terre, de tortillas acides, de haricots durs et de café. Certains d'entre eux racontèrent que, vers minuit, environ 5 heures avant le débarquement des troupes gouvernementales, leurs superviseurs sur le terrain reçurent la nouvelle de l'approche des troupes et ordonnèrent aux travailleurs de partir. Mais ils ne pouvaient pas aller loin. Ils n'avaient pas de moyens de transport et très peu de provisions. Certains d'entre eux errèrent pendant 3 jours dans le désert sans nourriture ni eau jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés. Selon les agents de la DEA, parmi les personnes arrêtées se trouvaient 5 hommes en service dans la police fédérale. Les fonctionnaires du département d'État se montrèrent sceptiques quant à cette affirmation, mais il ne pouvait y avoir aucun doute sur la fuite d'informations sur le raid aux narcotrafiquants, car cela aurait signifié qu'au plus haut niveau du gouvernement mexicain existait au moins un agent double. La réunion préparatoire au raid se termina tard le soir du 6 novembre, et de nombreuses personnes y participèrent, des officiers de l'armée, la haute direction du bureau du procureur général et plusieurs commandants du renseignement. Selon les témoignages, il fut dit aux travailleurs de se disperser à minuit le 7 novembre, ce qui signifie que les narcotrafiquants furent avertis de l'événement presque immédiatement après la fin de la réunion. Selon un rapport du Congrès, il était également alarmant que les camions-citernes qui devaient ravitailler les hélicoptères aient été envoyés au mauvais endroit. À cause de cette prétendue erreur, le raid fut presque annulé. Les dimensions des complexes de Chihuahua mirent en crise les statistiques du gouvernement américain. En 1983, les analystes américains conclurent que 12 à 15 000 tonnes de marijuana étaient consommées aux États-Unis. Ici, en un seul endroit, il y avait au moins un tiers de cette somme. Le quartier général de la DEA, le département d'État et l'ambassade écoutèrent enfin ce que Camarena et ses compagnons essayaient de leur faire comprendre depuis 1982. Les plantations existaient. Les photos firent sensation. Premièrement, un terrible drame humain se développa avec les travailleurs, dont certains moururent de soif. Deuxièmement, le gouvernement commença à comprendre, le principal atout des narcotrafiquants n'était pas le secret, mais l'intimidation et les pots de vin. Beaucoup de pots de vin. Ed Heath qualifia le raid de Chihuahua de plus grand succès de la DEA, et il aurait dû l'être, mais Kuykendall était affligé du fait que Camarena n'ait pas reçu le même honneur pour les plantations précédemment découvertes par Caro Quintero dans les États désertiques. Il l'avait nommé pour un prix en mars 1984, mais des mois passèrent, et le prix ne lui fut jamais remis. Il lui serait remis à titre posthume. Et Kuykendall comprenait également qu'il devrait en subir l'assaut des narcotrafiquants furieux pour les grandes pertes, simplement parce que Caro Quintero savait ils étaient responsables de ses pertes précédentes à Zacatecas, San Luis Potosí et Sonora. Kuykendall demanda de nouveau des passeports diplomatiques et des renforts, mais n'obtint rien de tout cela. Peu de temps après, l'opération de cocaïne de Félix Gallardo subit des pertes encore plus importantes aux mains des forces de l'ordre américaines. En peu de temps, le 17 novembre, les autorités californiennes saisirent 3,7 millions de dollars en espèces liés au réseau de Félix Gallardo. Le 26 novembre, le shérif adjoint du comté de Mojave, en Arizona, tomba par hasard sur un petit avion garé sur une piste déserte et y jeta un œil. Le compartiment de chargement était rempli de 700 boîtes, emballées, comme à Noël, dans du papier d'aluminium rouge, blanc et vert. Dans les boîtes, il y avait environ 1,5 millier de livres de cocaïne. L'avion fut identifié par un informateur comme celui de Félix Gallardo. La découverte de la cocaïne passa presque inaperçue dans la presse américaine. Mais Kuykendall, Camarena et Wallis s'agitèrent beaucoup à cause de ces saisies. Gallardo avait perdu 10 millions de dollars de cocaïne. Ils supposèrent qu'il enverrait un autre avertissement, tirerait sur une autre voiture ou peut-être ferait exploser le consulat. Et ils avaient raison. Bien que toutes ces saisies aient eu lieu sans la participation du bureau de Guadalajara, les Sinaloans furent très en colère. Selon les témoignages en cours, Mata, Félix Gallardo et Caro Quintero se réunirent pour décider quoi faire avec les Américains. Dans les documents du tribunal, il est indiqué « Les membres de l'organisation y compris Mata Ballesteros, se sont rencontrés et ont discuté de l'agent de la Drug Enforcement Administration responsable de la saisie. Puis les trafiquants de drogue ont tenu une autre réunion, au cours de laquelle ils ont proposé d'effrayer l'agent une fois son identité établie.
l'identité fut établie assez rapidement, notamment grâce aux photos de la plantation qui, bien sûr, leur étaient parvenues par des amis de la police. En janvier 1985, 2 chercheurs du Comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants se rendirent au Mexique. Kuykendall et Camarena pensaient de pouvoir les atteindre et que le gouvernement prendrait enfin des mesures. Mais les enquêteurs leur conseillèrent de s'adresser à la presse pour dénoncer la corruption locale. Le département d'État n'adopterait pas de mesures drastiques, car le Mexique était stratégiquement important. Que faut-il qu'il se passe alors ? Dit tristement Camarena. Quelqu'un doit-il mourir pour qu'il fasse quelque chose ? Et c'est à peu près ce qui arriva. Le 7 février 1985, Camarena quitta le consulat américain à Guadalajara pour déjeuner avec sa femme. Il s'approcha de son pick-up lorsque 5 hommes le braquèrent avec des pistolets. Kiki leva les mains derrière la tête et fut poussé dans la voiture. Sa femme, ne le voyant pas revenir, appela le poste de police. Plus ou moins au même moment, le pilote Alfredo Zavala disparut, qui selon des témoins, fut poussé dans une voiture par des hommes armés de la même manière. Et, comme Kiki l'avait prédit, sa mort servit de catalyseur. Le 12 février, une conférence de presse fut tenue au cours de laquelle l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, John Gavin, annonça que Enrique Camarena Salazar, un agent américain de la DEA, avait été enlevé à Guadalajara. Il déclara également publiquement que les soupçons pesaient sur 75 importants trafiquants de drogue qui dirigeaient 18 gangs au Mexique et que Guadalajara était le centre opérationnel du trafic international de drogue. Rafael Caro Quintero, à la même période, quitta Guadalajara dans une direction inconnue avec l'assistance d'un haut responsable de la police fédérale. Le 17 février, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, sur ordre du gouvernement de l'Union américaine, débuta une opération unilatérale d'interception avec une inspection minutieuse des personnes et des véhicules du côté mexicain. Le gouvernement mexicain fut informé de cette mesure et la jugea injuste. L'opération dura jusqu'au 25 février, mais Kiki restait introuvable. Ainsi commença une confrontation acerbe entre les gouvernements des 2 pays. Les États-Unis voulaient que l'enlèvement de leur agent fasse l'objet d'une enquête, car les fonctionnaires américains étaient conscients de la corruption de nombreuses autorités mexicaines et craignaient que cet acte ne reste impuni. Les Mexicains, bien sûr, assuraient que le Mexique n'était pas une base pour le trafic international de drogue et niaient que leurs forces de l'ordre aient des liens avec la narcomafia. Puis ils adoptèrent une position défensive, insistant sur le fait que pendant toutes ces années, leur politique d'éradication de la toxicomanie avait donné des résultats reconnus qui avaient tant réjoui les politiciens des États-Unis. Cependant, les noms des plus grands trafiquants de drogue furent quand même prononcés par la partie mexicaine. José Ramón Matta Ballesteros, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa Moreno et Ernesto Fonseca Carrillo. Le 6 mars 1985, dans un ranch de l'État de Chihuahua, propriété d'un ancien député local, les corps de Camarena et Zavala furent découverts. Kiki survécut encore 2 jours après l'enlèvement et, très probablement, fut enterré ailleurs puis déposé dans le ranch où auparavant un groupe de personnes avait été fusillé. Ses mains et ses pieds étaient liés, son corps ne présentait pas un seul point intact et un bâton lui avait été enfoncé dans le rectum. La cause de la mort fut un coup contondant qui lui avait brisé le crâne. Le meurtre de Kiki Camarena fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour les États-Unis, qui étaient prêts à utiliser tous les moyens pour empêcher que l'assassinat de leur agent ne reste impuni. Des pressions seraient exercées sur le gouvernement mexicain afin qu'il prenne des mesures contre les responsables directs du meurtre, les leaders du trafic de drogue, ainsi que contre la police et le réseau politique qui les protégeait. C'est ainsi que commencèrent de longues recherches d'un bouc émissaire qui entraînèrent les conséquences les plus inattendues. Tout d'abord, l'ancien ami d'Ed Heath, Aldana Ibarra, fut licencié pour des raisons personnelles, non divulguées. Puis le général qui avait aidé Caro Quintero à s'enfuir fit l'objet d'une enquête pénale. Et à sa place arriva Florentino Ventura, un homme d'une honnêteté cristalline qui avait autrefois arrêté le Sicilien Falcone. C'est à lui, l'un des rares, que les Américains faisaient confiance. L'État se retourna progressivement contre les narcotrafiquants. Rafael Caro Quintero s'enfuit du Mexique avec la complicité d'agents de la police judiciaire fédérale le 12 mars, 5 jours après la découverte des corps de Camarena et Zavala. Il se rendit au Costa Rica avec sa fiancée Sara Cosio, nièce de l'important politicien de Jalisco Guillermo Cosio Vidori, qui deviendrait plus tard gouverneur de l'État. Avec l'aide de Matta Ballesteros, Rafa s'installa dans ce pays centra-américain. Mais le plaisir fut de courte durée. Il était traqué par toute la DEA, et on le découvrit précisément à cause de Sarah. Elle téléphona à ses parents pour les informer d'elle et de Rafa, et de bonne grâce, l'appel, évidemment, fut aussitôt intercepté. Le 4 avril 1985, il fut arrêté par la police du Costa Rica et par le commandant Florentino Ventura. Suite au scandale, des informations sur les activités et la richesse de Caro Quintero commencèrent à être publiées
dans la presse mexicaine. Il fut décrit comme le chef d'une armée de trafiquants de drogue armés dont la force était estimée à 1000 hommes, propriétaire de 36 maisons à Guadalajara et d'autres propriétés à Zacatecas, Sinaloa et Sonora, ou actionnaire de 300 entreprises à Guadalajara. Sa fortune était estimée à 100 milliards de pesos. Rafa lui-même raconta avoir commencé sa carrière à l'âge de 28 ans comme trafiquant de drogue, cultivant de la marijuana sur de petites parcelles à Badiraguato, puis s'était installé à Guadalajara et après avait déplacé ses affaires à Chihuahua. Il demanda à n'être jugé que comme trafiquant de drogue, pas comme assassin. Mon premier problème avec la loi est survenu quand je suis né. J'ai toujours travaillé en montagne, où il n'y avait pas de loi, racontera Rafa plus tard. La vie privée de Caro Quintero devint également de notoriété publique. Il fut rapporté qu'il avait enlevé la jeune Sara Cosio, âgée de 17 ans, qu'il avait cherché à courtiser et l'avait emmenée de force au Costa Rica. Il nia que ce fut un enlèvement, assura que ses parents en étaient conscients et qu'il leur avait même offert des voitures. Selon les rumeurs, pour cela, il fut torturé et contraint de rétracter ses paroles sur la famille Cosillo. Le 12 décembre 1989, il fut condamné à 92 ans de prison pour le meurtre de Kiki Camarena et une série d'autres crimes, dont l'implication fut démontrée grâce à l'enquête de Kiki. En 2013, en raison d'incohérences procédurales, il fut libéré. Une récompense de 20 millions de dollars fut immédiatement placée sur sa tête. En 2016 et 2017, Rafa, en fuite, accordera 2 interviews à des journalistes où il niera tout lien avec l'actuel cartel de Sinaloa et la guerre des gangs et dira vouloir seulement la paix. Pendant presque 9 ans, alors qu'il était en liberté, Caro Quintero, cependant, apparut dans sa patrie historique et fut impliqué dans de vifs conflits pour le contrôle de divers territoires à Sonora et en Basse-Californie contre le groupe Los Chapitos, les fils de Joaquín El Chapo Guzmán. Le 15 juillet 2022, il fut à nouveau capturé de manière épique et envoyé à Altiplano, d'où les États-Unis tentent actuellement de l'extrader sur leur territoire. Quelques jours plus tard, en 1985, le gouvernement porta un autre coup sévère à la structure dirigeante de Guadalajara, à Puerto Vallarta, dans la maison appartenant au directeur de la police municipale Amaya, Candelario Ramos. Don Neto fut arrêté. Il déclara que c'était Rafa qui avait enlevé Camarena pour conclure un accord avec lui, qu'il avait vu l'agent mourir car il avait été battu par Rafa et 2 de ses assistants et qu'il s'était fâché en voyant le corps sans vie de Camarena et avait giflé Rafa. Don Neto fut condamné à 40 ans et en 2016, pour raison de santé, il fut placé en résidence surveillée. Il a actuellement 93 ans. Le rusé Mata Ballesteros est resté au Honduras jusqu'en 1988, un pays qui n'extradiait pas les criminels. Mais le 5 avril 1988, il a été illégalement enlevé de son domicile et transporté aux États-Unis en une journée. Cela a déclenché des troubles dans son pays natal et pendant un certain temps, les autorités ont même dû imposer la loi martiale. Dans le système judiciaire américain, il a traversé tous les cercles de l'enfer. On lui a proposé un accord pour livrer le président du Panama, mais il n'a pas accepté. Les juges ont reconnu que Mata avait été illégalement emmené de sa patrie, mais ont déclaré que cela n'affecterait en rien le procès. L'affaire Mata est maintenant citée comme un précédent qui justifie l'enlèvement de suspects à l'étranger. Les accusations contre lui reposaient sur des témoignages de témoins douteux qui avaient négocié avec l'accusation. Il a été incarcéré dans la prison la plus horrible des États-Unis, et son cas a été utilisé pour menacer les narcotrafiquants. Si vous ne passez pas d'accord, disaient les juges, vous finirez comme Mata Ballesteros. Peut-être est-ce aussi le fait qu'il collaborait avec la CIA. Et en mars 1988, les contrats et les sandinistes ont signé un armistice, ce qui signifiait que les services de transport et l'argent de la cocaïne de la CIA n'étaient plus nécessaires. Pour cette raison, il a été liquidé. La trace de la CIA se retrouve également dans l'affaire Kiki Camarena, où tout n'est pas si simple. Il existe une version selon laquelle, au cours de son enquête, l'agent de la DEA a découvert ce qu'il n'aurait pas dû savoir. La CIA finançait les contrats avec de l'argent de la cocaïne. Et à Cabor, entièrement sous le contrôle de Caro Quintero, se trouvait un camp d'entraînement également financé par lui, mais avec la pleine connaissance et la protection inconditionnelle de la CIA. Dans ce sens, la DEA et la CIA étaient des organisations concurrentes et leurs intérêts étaient opposés. En 2013, une enquête sur la piste CIA dans l'assassinat de Kiki a été rendue publique. 2 informateurs, présents lors de ces événements, ont identifié indépendamment l'agent de la CIA, Félix Rodriguez, également connu sous le nom de Gato Félix, Lazaro, Félix Ramos Medina et Max Gomez. Très probablement, l'enregistrement des tortures professionnelles de Camarena a été réalisé par lui. C'était un personnage à tous égards remarquable, presque culte. Rodriguez a figuré dans toutes les opérations de la CIA en Amérique du Sud et en 1967, sous couverture en tant que major de l'armée bolivienne, il a participé à la capture et à l'interrogatoire de Che Guevara, puis c'est lui qui a donné l'ordre d'exécution. Dans le documentaire Le Dernier Narco, les gardes du corps de Don Neto, d'anciens agents de la DEA,
La veuve de Kiki et beaucoup d'autres impliqués dans cette affaire rendent des témoignages qui s'assemblent en un tableau unifié. Rodriguez a participé directement aux tortures de Kiki et a posé des questions relatives à l'activité de Guadalajara, dont le but ultime était le financement des contrats nicaraguayens. Aucun ranch Buffalo n'y était pour rien. En réalité, l'ordre d'éliminer Kiki provenait de ses propres supérieurs. Jack Lone, ancien chef de la DEA, et l'agent spécial à la retraite Jack Taylor, qui a enquêté sur le meurtre, ont déclaré que la CIA, bien sûr, n'était pas impliquée dans la mort de Camarena. Lone a également déclaré que c'était une fable, indigne des personnes qui servent à la DEA. Un représentant de la CIA a déclaré à la presse « Il est ridicule même de supposer que la CIA avait quelque chose à voir avec le meurtre d'un agent fédéral américain ou avec la fuite de son assassin. » Quoi qu'il en soit, les 3 principaux acteurs du cartel de Guadalajara furent placés en détention. Il s'avéra que pour construire leur empire de la drogue, il ne suffisait pas de tout acheter pour échapper aux poursuites des États-Unis. Leur visibilité dans la zone de corruption joua en faveur des Américains. Ce qui leur permettait initialement de rester invisibles, les poussait maintenant à découvert. Les autorités mexicaines ordonnèrent un nettoyage des rangs de la Direction fédérale de sécurité pour arrêter et incarcérer tous les membres de la corporation liés à des trafiquants de drogue, des contrebandiers ou d'autres criminels. Des sources de presse déclarèrent que ces déclarations provoquèrent une vague de désertion parmi le personnel de l'institution. Et le 22 août, la police fédérale, sous la forme qu'elle avait, n'existait plus, elle fut restructurée. Le secrétariat de la Défense nationale, SEDENA, fut également privé de tous les pouvoirs opérationnels dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic. Ainsi, Guadalajara se retrouva sans ses meilleurs amis au gouvernement. Cependant, les actions énumérées ci-dessus ne suffirent pas aux autorités américaines, qui voulaient mettre derrière les barreaux tous ceux qui, selon leurs propres enquêtes, avaient participé à l'assassinat de Camarena. L'un des chefs, Miguel Ángel Félix Gallardo, restait en liberté, caché à Mazatlán, dans l'état de Sinaloa, hébergé par le gouverneur Antonio Toledo Coro. De plus, de nouveaux détails sur la vie socialement active de Gallardo apparurent. Il possédait par exemple sa propre banque dans l'état de Chihuahua, du moins jusqu'en 1982, son nom figurait bien dans les documents. En janvier 1985, il ouvrit, avec son associé et filleul, une entreprise automobile. Des faits concernant son travail en tant qu'agent de la police judiciaire de l'État à Sinaloa et garde du corps de Sanchez Celis refirent surface, et ainsi de suite. Tout cela signifiait que Félix Gallardo était trop intégré dans la structure sociopolitique et économique de sa patrie, où il était protégé. Et à Guadalajara, 4 ans après le meurtre de Kiki Camarena, lorsque la protection fournie par la police fédérale avait disparu, Miguel Ángel Félix Gallardo reçut la protection du parti au pouvoir par l'intermédiaire de sa vieille connaissance, le chef de la police González Calderón. Et tout indiquait que la tempête s'apaisait. 2 ans après l'assassinat de Camarena, Calderón assura à Gallardo que les Américains n'avaient aucune preuve significative contre lui et qu'ils continueraient à le soutenir. L'amitié entre eux perdura et selon Gallardo, ils se rencontrèrent au moins 5 autres fois. Puis, en 1988, Carlos Salinas devint président du Mexique et entreprit une sorte de perestroïka. Salinas s'attaqua immédiatement non seulement aux réformes économiques qui mèneraient finalement à des guerres à Juárez et Tijuana, mais aussi à la réorganisation du trafic de drogue. À son arrivée au pouvoir, le parrain incontesté du Mexique était bien sûr Miguel Ángel Félix Gallardo. En avril 1989, Gallardo se rendit à une rencontre avec Calderón dans un restaurant de Guadalajara pour parler affaires. Ou peut-être les choses ne se sont-elles pas passées ainsi, car les informations sur l'arrestation de El Padrino varient selon les sources. Une chose est certaine, l'ordre d'arrêter Miguel Ángel venait d'en haut. C'est ainsi, en effet, qu'on lui dit « Nous ne pouvions rien y faire ». L'ordre venait de Mexico. Gallardo lui-même, dans ses journaux de prison, affirme avoir été violemment battu au moment de son arrestation et avoir eu plusieurs côtes fracturées. Mais les humiliations ne s'arrêtèrent pas là. Le nouveau directeur du service antidrogue, nommé par Salinas, Coelho Trejo, rencontra Gallardo à l'aéroport de Guadalajara et commença aussitôt à le menacer. « Nous n'avons encore rien contre toi, mais nous allons te démolir », dit-il, selon Gallardo. Dans les 24 heures suivantes, il fut torturé, cherchant à lui extorquer des confessions sur son implication dans la mort de Camarena, mais il ne dit rien. Avec Gallardo furent arrêtés plusieurs hommes importants de son entourage, dont son comptable, qui décrivit en détail tous les biens meubles et immeubles de El Padrino, Elior. Sa famille fut tout confisquée et il parlerait même des meubles de la maison de sa mère dans une interview de 2022. Tous les objets de valeur, selon lui, furent illégalement pris par Coelho Trejo et rien ne fut jamais rendu à la famille Gallardo. Ils furent
contraint de vivre dans une maison en location et le fils le plus jeune avait besoin d'une opération coûteuse pour laquelle il n'avait plus d'argent. Je ne sais pas si les histoires de El Padrino sont vraies, mais le fait que le gouvernement mexicain ait pu détruire le plus grand gangster du pays sans un seul coup de feu est un moment très significatif. En 1989, les narcotrafiquants comptaient encore sur la police, sur leurs liens, mais l'ordre de Salinas et l'arrestation du chef des chefs montrèrent inopinément qui commandait. Ainsi finalement, la rupture définitive du modèle consolidé et efficace des relations entre l'État et le crime organisé eut lieu. 4 ans après l'assassinat d'Enrique Camarena, sous la pression constante de la DEA, Miguel Ángel était toujours en liberté, ce qui témoignait de l'existence, à cette époque, d'une dualité dans l'attitude de l'État. D'une part, une chasse aux narcos était menée avec vigueur par les nouvelles structures. D'autre part, l'État cherchait à rétablir l'ancienne amitié, si inopportunément interrompue par l'assassinat de Camarena, surtout des figures comme Calderón. L'État contre l'État. Mais l'arrivée de Salinas et son réorientation vers les États-Unis changèrent tout. Une nouvelle ère de coopération avec la Maison-Blanche commença, et dans ce contexte, la capture de Miguel Ángel Félix Gallardo fut un signe puissant du renforcement du gouvernement actuel face aux organisations criminelles et aux autorités policières. Ce fut un signal clair sur qui était à la tête du pays et en même temps un signe positif au gouvernement des États-Unis concernant sa volonté de coopérer dans la lutte contre la drogue. Parallèlement, l'arrestation de Gallardo a déclenché des processus irréversibles que Valdez Castellón a qualifiés de fragmentation et de violence. Après l'arrestation de El Padrino, les Quevpaenoan, les chefs, ont tenu un sommet de gangsters dans la station balnéaire d'Acapulco. Selon des sources autorisées, ce n'est pas Miguel Ángel lui-même qui a réuni les chefs, comme dans la série, prévoyant la chute de l'Empire, mais ils se sont réunis pour décider quoi faire. El Padrino lui-même, dans ses journaux, affirme que la réunion a été organisée par Calderón. Il est possible que les deux versions soient vraies, car Calderón était alors sûr de la prochaine libération de Gallardo. Les vieux amis de Sinaloa se sont réunis dans un luxueux chalet en bord de mer. Comment allaient-ils mener leurs affaires? Ils étaient tous liés entre eux comme des parents, comme des amis, comme des voisins, comme de vieux partenaires commerciaux qui avaient conclu tant d'affaires. Tous allaient jouer un rôle crucial dans la formation du narcotrafic au cours des 2 décennies suivantes. Chaque chef a ensuite été attribué une zone où il pouvait transporter ses propres drogues et taxer tout autre contrebandier sur son territoire. Ciudad Juárez pour Chapo Guzmán et aussi Ciudad Juárez et Nuevo Laredo pour Rafael Aguilar Guajardo, un ancien agent de la police fédérale, San Luis Río Colorado pour Luis Héctor El Güero, Palma Salazar, Nogales et Hermosillo pour Emilio Caro Quintero, oncle de Rafa, Tijuana pour Jesús Don Chuya, Labra et ses neveux les frères Arellano Félix, Sinaloa pour Ismael El Mayo, Zambada, Mexico pour Rafael Chavez, un autre ancien fédéral. De plus, Manuel Beltran, Félix Huberto Campas et Javier Caropayan, frères de Rafa, pouvaient se déplacer librement dans toutes les zones sans créer de problème et en servant uniquement d'intermédiaires. Tout cela semblait une bonne idée, mais sans le leadership du parrain incarcéré Félix Gallardo, les chefs commencèrent à se disputer une plus grande part du gâteau. Comme l'a écrit la célèbre chercheuse Blanche Cornell, jamais dans l'histoire du narcotrafic mexicain, il n'y eut plus un homme comme Félix Gallardo. C'était un homme de parole, il donnait la priorité aux accords plutôt qu'aux fusillades, aux arguments convaincants plutôt qu'aux exécutions. Si les chefs avaient suivi ses instructions, le cartel le plus puissant du monde existerait aujourd'hui. Mais l'absence d'un leader et la présence de plusieurs chefs, chacun se sentant supérieur à l'autre, causèrent la désorganisation. Dans cette confusion, peu de temps après, 3 cartels accédèrent au pouvoir. Tijuana, avec les frères Arellano Félix, Juárez avec Amado Carrillo Fuentes et Golfo avec Nepomuceno Guerra. Tous étaient des Sinaloans et évoluaient dans l'empire sinaloan, contribuant aux cargaisons et partageant les contacts des policiers corrompus. Il est extrêmement important de comprendre les liens au sein de ce royaume sinaloan pour saisir la signification de l'actuelle guerre de la drogue mexicaine. Même les agents de la DEA confirmèrent la coopération entre tous les narcotrafiquants du nord-ouest du Mexique. Dans un rapport secret du renseignement opérationnel déjà dans les années 90, les observations suivantes furent de fait sur ce système. Le schéma du cartel est largement répandu, mais il déforme le véritable pouvoir et la force des narcotrafiquants mexicains. Parmi les exemples récents de personnes capables de dépasser ces frontières cartélistiques, on peut citer Amado Carrillo Fuentes, qui a collaboré à la fois avec El Chapo à Sonora et El Mayo à Tijuana. Bien que le clan des Sinaloans ait continué à travailler ensemble, il y avait de l'agitation. Le plus grand affrontement au début des années 90 éclata entre les frères Arellano Félix et Joaquín El Chapo Guzmán pour les fournitures en Californie.
La guerre ne fut pas aussi brutale qu'au XXIe siècle où des unités presque professionnelles se battent, mais les tueurs à gages s'affrontèrent dans une série de fusillades et d'assassinats, laissant des dizaines de corps. En rétrospective, on peut discerner les premiers signes que le gouvernement mexicain se montrerait incapable de contenir la bête El Narco, que le bain de sang échapperait à tout contrôle. Comme le disent les historiens professionnels, il est toujours dangereux de lire l'histoire à rebours. À l'époque, personne au sein du gouvernement mexicain ne semblait s'en soucier. Il y a de la violence, mais ce sont des narcotrafiquants qui tuent des narcotrafiquants, soupirèrent les politiciens. Dans tous les cas, les narcotrafiquants n'attaquaient pas le système, mais plutôt se faisaient concurrence pour savoir qui serait le meilleur. Le gouvernement pouvait simplement observer le carnage et encaisser de l'argent, quel que soit le vainqueur. Ainsi, les années 80 furent, sans aucun doute, une décennie décisive pour la formation de la criminalité organisée au Mexique dédiée au trafic illicite de stupéfiants. Premièrement, l'impact du marché américain de la drogue sur le marché mexicain fut hétérogène. La demande de marijuana et d'héroïne diminua et l'opération Condor conduisit même les Colombiens à la position de leader sur le marché de l'herbe. D'autre part, cette même opération catalysa l'expansion des plantations de marijuana sur les territoires mexicains et forma également un couloir pour le transport de cocaïne entre le Mexique et la Colombie. Deuxièmement, ce fut la décennie d'or pour l'organisation de Sinaloa sous la direction de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo et Rafael Caro Quintero, ainsi qu'avec le soutien de clans familiaux tels que Guzmán, Zambada, Arellano Félix, Carrillo Fuente, Beltrán Leiva, Lupe Ercio, et des alliances avec des chefs politiques et régionaux. Le cartel de Guadalajara consolida son pouvoir sur tout le territoire occidental du pays, d'Oaxaca à la Basse-Californie, le long de toute la côte du Pacifique, et aussi à Durango et Chihuahua. Seules quelques organisations rivalisaient avec eux, par exemple l'organisation de Pablo Acosta à Ojinaga. Mais lorsque le garant sinaloan Amado Carrillo Fuentes arriva pour résoudre les questions liées à la cocaïne, il cessa d'être un concurrent. Troisièmement, le modèle de coexistence entre l'État et les narcotrafiquants, qui régulait conjointement le trafic de drogue, s'épuisa dans les années 80 et révéla avec le temps des conséquences fatales. L'expansion et le renforcement du crime organisé et la transformation des forces de police en criminels et par conséquent l'affaiblissement de l'État et l'impuissance des citoyens. Quatrièmement, l'arrestation des principaux leaders de l'organisation de Sinaloa, Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo et Miguel Ángel Félix Gallardo, entraîna la fragmentation du marché mexicain de la drogue et l'apparition de nouvelles organisations. En bref, du quasi-monopole de Sinaloa, le marché mexicain passa à une concurrence ouverte et inévitablement à une guerre de tous contre tous pour la plus grande part du gâteau. Les années 90 arrivaient, nouvelles drogues, nouveaux acteurs et nouvelles règles. Niancie.